Bonjour à tous et bienvenue pour cette réflexion sur le wokisme animée par Jean-François Rocheten. Je le remercie beaucoup de son intervention, bien évidemment. Je le remercie aussi parce qu'il nous a permis de battre 2 records avant même de prendre la parole. L'annonce de son intervention a provoqué 20 000 vues sur Twitter, 80 000 vues sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 80 000. Et deuxièmement, il nous a permis aussi de battre le record d'insultes que nous avons reçu parce que nous avons là abordé un sujet qui évidemment est tabou. Nous avons probablement blasphémé. Alors merci Monsieur Rocheten. André va vous présenter maintenant. Je lui cède la parole. Bien, bonjour à tous. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme, disait Marx en 1848. Presque 2 siècles plus tard, on a envie de dire un spectre hante l'Europe, plus encore les Amériques. Un spectre hante le monde, le spectre du wokisme. C'est devenu aujourd'hui un sujet de débat passionnant, plus souvent passionné, parfois d'une violence étonnante. Jean-Claude évoquait les insultes à l'instant. Et donc, je suis très content d'accueillir pour en parler Jean-François Bronstein, qui est un ami et un collègue, professeur de philosophie. Alors, il enseignait en lycée, en école normale d'instituteur, comme quelques-uns d'entre nous, et puis pendant longtemps dans le supérieur. En l'occurrence, son dernier poste était à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il est toujours aujourd'hui professeur émérite. Jean-François est un philosophe, spécialiste de l'histoire des sciences, spécialement de l'histoire de la médecine. Il est aussi le président de la maison Auguste Comte, immense philosophe, quelque peu sous-estimé, me semble-t-il, aujourd'hui. Et il a publié récemment, ce sont ses 2 derniers livres, il y a quelques années, La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort, où il s'inquiète des limites qui sont en train de se perdre entre la vie et la mort, entre les sexes, etc. Et puis, tout récemment, la religion woke, que nous avons le plaisir de vous offrir, qu'il a bien voulu nous présenter aujourd'hui. Jean-François, encore merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à toi pour 45 minutes. Merci. Merci donc à Jean-Claude Seix pour son invitation. Merci à André, que je connais depuis de longues années. Et j'ai évidemment une pensée particulière pour Dominique Lecourt, esprit libre et curieux, que j'aimais beaucoup et qui nous manque aujourd'hui, justement, sur ce genre de sujet, je pense. Alors, il est vrai que, effectivement, il y a quelques années, mon dernier livre portait sur la philosophie devenue folle et s'inscrivait tout à fait dans le cycle de conférences qui est celui de cette année, je crois, c'est-à-dire la question de l'effacement des limites, l'effacement des frontières, l'effacement des limites dans 3 domaines, le genre, effacer la distinction masculin-féminin, l'animalisme, effacer la distinction homme-animal, et ce que j'appellerais l'euthanasisme, c'est-à-dire effacer le caractère tragique de la mort, en tout cas. Alors, évidemment, il y a une différence, à mon avis, centrale entre ce projet d'effacement des frontières et le projet moderne qui était le projet de toujours repousser les limites, la devise de Charles Quint, plus, ultra, aller toujours plus loin. Il s'agissait dans ce livre de thèses philosophiques qui, au nom de la bienveillance, lutte contre les discriminations, bien-être animal, bien mourir, etc., et au nom d'une logique purement abstraite, pouvaient conduire à des conséquences qui me semblaient plausible et très dommageable d'une certaine manière, par exemple la justification de l'infanticide, par exemple la distinction entre les vies dignes d'être vécues et les vies indignes d'être vécues. Tout cela n'était que de la philosophie, mais je craignais effectivement que ces idées aient des conséquences, et de fait ces conséquences sont venues plus vite que je ne le pensais et ont très vite traversé l'Atlantique. Notre quotidien est désormais rythmé par toute une série d'absurdités, de propositions paradoxales, en particulier autour de la question du genre, autour de la question de la race et autour de la critique de la science. Parce que je crois qu'au-delà de la race et le genre qu'on voit très clairement, il y a effectivement une attaque tout à fait délibérée contre la science objective, contre la connaissance scientifique. On va voir que c'est un des points essentiels de cette doctrine woke. Alors, ces idées woke sont, là aussi, comme dans les idées précédentes, ce sont des idées bien sûr bienveillantes, c'est des idées de progrès contre les discriminations, contre le racisme,
contre le mépris des savoirs dominés, etc. Mais elles ont des conséquences tout à fait déplorables. On va voir que, d'une certaine manière, il me semble qu'elles conduisent à des points de vue extrêmement paradoxaux, absurdes et toxiques, si je puis dire. Problématique, comme diraient les woke, puisque c'est le mot qui est désormais à la mode. Alors, ces idées sont en plus désormais sorties des universités. Elles sont d'une certaine manière, me semble-t-il, la pensée dominante dans le monde, je précise, occidental. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait étonnant de voir à quel point le monde extérieur nous regarde avec étonnement ou avec effarement. Et on sait aussi que ces idées woke sont d'une certaine manière un argument pour nos adversaires. On le voit avec Poutine et la question du genre. On le voit avec les Chinois et Black Lives Matter qui est instrumentalisé pour dire que les Américains sont racistes. On le voit avec les chaînes islamistes comme AJ+, par exemple, qui font la propagande LGBTQIA+, etc., alors qu'on connaît quand même le sort qui est réservé aux homosexuels dans cette doctrine islamiste. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, je vous dis, quand je faisais cours à la fac, mes étudiants chinois, d'abord étaient riaient quand je leur racontais, je leur expliquais ce qui se passait, puis ensuite ils étaient effondrés, puis à la fin ils me disaient mais vous inquiétez pas, vous pourrez venir continuer à enseigner chez nous. Bon, c'est ce que je vais sans doute me promettre de faire. Alors, il y a toutes sortes d'exemples. Chaque matin, on peut ramasser, si je puis dire, dans la presse, toutes sortes d'exemples. Par exemple, récemment, la prof de danse de Sciences Po qui est obligée de quitter Sciences Po parce qu'elle ne veut pas dire homme et elle veut dire homme et femme dans son cours de danse plutôt que leader et follower. Vous avez hier, on vient d'arriver la nouvelle de deux théâtres canadiens qui, au nom de l'antiracisme, font des pièces de théâtre interdites aux Blancs et aux Asiatiques. Alors, comme c'est pas possible de le faire légalement, il y aura quelqu'un à l'entrée pour dire aux Blancs et aux Asiatiques qu'ils ne sont pas les bienvenus. On voit aussi, il y a quelques semaines, c'est apparu, le fait que les étudiants en médecine de l'Université du Minnesota ne prêtent désormais plus serment à Hippocrate, mais ils s'engagent à combattre la binarité sexuelle, le suprémacisme blanc et la médecine occidentale qu'il faudrait remplacer par des savoirs indigènes. C'est une vraie fac de médecine. Tout cela se fait sous la direction d'un professeur diplômé de Johns Hopkins, qui est la meilleure fac de médecine américaine. On voit des conséquences de ce point de vue-là dans la vie de tous les jours. De plus en plus d'écoles, des collèges qui demandent aux enfants, y compris en France, par quel pronom ils veulent être désignés, il, elle ou yel, ou quoi que ce soit d'autre. On voit que l'écriture inclusive fait une pression considérable. Quasiment tous les courriers que je reçois à la fac sont en écriture inclusive. Les conférences sur le genre sont empêchées dans les entreprises. Dans les collègues qui veulent faire des conférences sur le genre n'arrivent pas à le faire. Bon, j'ai battu aujourd'hui, semble-t-il, le record d'insultes. Ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que derrière ces apparents faits de société qui semblent partir un petit peu dans tous les sens, il me semble qu'il y a une vision du monde assez cohérente, qu'il me semble possible de caractériser de façon à peu près claire, pour mieux en comprendre le succès qui est indéniable, au moins dans une partie importante de notre population. Et donc, dans cette présentation, je voudrais faire deux choses. D'abord, justifier la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de wokisme, alors que je savais que ça allait m'attirer des soucis, et non seulement de wokisme, mais j'ai choisi non pas de parler d'idéologie woke, mais de religion woke. Il me semble que ça a bien des caractéristiques d'une religion. Et dans un deuxième temps, je présenterai les idées qui composent ce corps de doctrine, qu'il est relativement simple de synthétiser, puisqu'on peut les réduire à 4 ou 3 plus une, disons, 2 théories anthropologiques, une théorie pratique et politique et une théorie de la connaissance. C'est quelque chose qui est assez simple et il me semble que lorsqu'on regarde ça avec les phénomènes actuels, avec cette grille de lecture, on comprend mieux ce qu'il en est. Alors, premier point d'abord, la question de la religion woke. Le terme woke, tout le monde commence à savoir de quoi il s'agit. Il signifie éveillé dans la langue populaire afro-américaine, dans la culture Rastafari d'abord, Marcus Garvey dans les années 20 qui parle de Wake Up Africa, il faut se réveiller d'une certaine manière, puis dans le reggae, vous connaissez tous Bob Marley sur ce point, et dans le rap, Erykah Badu en 2008, dans sa chanson Master
teacher, qui est la première vraiment à employer ce terme de cette manière. Alors, petit à petit, depuis une dizaine d'années, ce terme s'est de plus en plus répandu aux États-Unis. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'extrême droite qui a sorti ce terme en premier. La première mention, si je puis dire, officielle, c'est dans le film de présentation de Black Lives Matter, le mouvement bien connu, qui, en 2017, a fait un film de présentation qui s'appelle Stay Woke. Et à la suite de la mort de George Floyd, ce terme de woke s'est beaucoup répandu. Woke, ça veut dire éveillé, et si l'on voulait traduire ça en langage post-marxiste, qui est quelquefois le cas, ce serait conscientiser. Il faut essayer d'être conscient et de devenir conscient des injustices, etc. Alors, aujourd'hui, le terme est abandonné par les woke, qui commencent tout de suite par dire que le terme qui les désigne n'existe pas. Ce terme serait péjoratif, serait employé par l'alt-right américaine, l'extrême droite américaine. Et effectivement, si on utilise le mot woke comme je le fais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insultes, parce que vous auriez dit le politiquement correct, ça n'aurait été pas du tout la même chose. Le terme est abandonné parce que, d'une certaine manière, ce terme a des connotations largement péjoratives. Lorsqu'on voit par exemple la fameuse vidéo, vous avez dû voir, de Evergreen College, la première prise en main d'une université par des woke, on se dit ça, jamais, ça ne passera par moi. Mais à ce moment-là, on va dire, nous ne sommes pas des woke, disent-ils. Ils se présentent plutôt aujourd'hui comme des social justice warriors, les guerriers de la justice sociale. Qui pourraient être hostiles à l'idée de justice sociale. Et c'est comme cela qu'ils veulent être appelés. Il me semble que ce n'est pas une bonne idée parce que, en fait, il ne s'agit pas simplement de justice sociale, il ne s'agit pas simplement de corriger tel ou tel abus, il s'agit très, très clairement d'une nouvelle vision du monde. Il s'agit d'une vision du monde globale, et de ce point de vue-là, me semble-t-il, le mot woke a bien des avantages. D'abord, parce qu'il permet de bien décrire l'état d'esprit de ces adeptes, ils sont éveillés au sens où on parle d'un éveil religieux. Et par ailleurs, l'autre avantage, c'est que cela fait signe vers ce qu'on a appelé aux États-Unis les grands réveils religieux, les Great Awakenings, au XVIIIe et au XIXe siècle, qui ont bouleversé l'Amérique de manière répétée. Et d'une certaine manière, on va voir que beaucoup d'historiens du protestantisme américain insistent sur les similitudes avec ce mouvement woke. Bon, il y a une autre raison dont je vous parlerai plus tard, c'est que aussi, je pense que ça n'a rien à voir avec la French Theory. Contrairement à ce que l'on dit, je vous dirai pourquoi cela n'a pas à voir. Et donc, de ce point de vue-là, parler de religion woke, c'est dire, attention, c'est pas juste de la French Theory qui nous revient à la figure, c'est autre chose. Il me semble que c'est autre chose. Et si vous avez quelquefois échangé avec des woke, essayé d'échanger avec des woke, vous comprenez qu'il s'agit de bien autre chose. Alors, pourquoi le terme de religion? Pourquoi je suis arrivé à cette caractérisation? Il me semblait, c'était très étonnant, ce qui était le plus étonnant pour moi, c'était de voir des gens, j'en parlais tout à l'heure avec André, que je connais depuis 30 ans, qui sont des grands savants, qui sont des gens extrêmement intelligents, cultivés dans leur domaine, qui du jour au lendemain embrassent ces causes et effacent d'une certaine manière tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Je donnerai comme exemple un professeur de littérature classique aux États-Unis qui a décidé d'arrêter d'enseigner les humanités classiques parce que elles sont elles sont le résultat d'une époque raciste, viriliste, esclavagiste, etc. On voit des biologistes qui du jour au lendemain disent: la biologie n'est pas une science, c'est une discipline politique, j'arrête la biologie, etc. Et dans ma fac, j'ai des gens que je connais depuis 30 ans qui, du jour au lendemain, parce que j'ai écrit le premier bouquin, alors je n'imagine pas ce qu'il en est maintenant, refusaient absolument de discuter avec moi, de débattre, d'argumenter, pas des amis de 30 ans. Vous me direz, les amis de 30 ans, c'est ce que c'est en politique, hein, mais de ce point de vue-là, je me disais, c'est très étrange, comment des gens intelligents peuvent-ils croire à des choses aussi absurdes? La biologie n'est pas une science, le corps n'existe pas, si on veut être antiraciste, il faut être raciste, etc. Et évidemment, tout d'un coup, je me suis dit, évidemment, s'ils croient à ces choses absurdes, ce n'est pas malgré leur absurdité, mais c'est justement parce qu'elles sont absurdes. Il me semble qu'ils croient à tout cela parce que c'est absurde. Et j'ai pensé évidemment à la fameuse phrase de Tertullien que les philosophes parmi vous connaissent, credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Une phrase qui est d'ailleurs avancée
pas tout à fait sous cette forme, dans un texte de Tertullien, où il discute avec les marcionites, des gnostiques. Alors, il me semble effectivement que c'est une vraie, et c'est là que je me suis dit, c'est une vraie religion. C'est-à-dire que on ne peut plus discuter du tout. Ils ont le sentiment de voir un monde que nous ne verrons pas, et ils ne veulent pas discuter avec nous. L'argument, ça ne va pas, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Ils ont le sentiment d'arriver à une nouvelle religion, à une nouvelle vision du monde, d'accéder à des vérités inaccessibles au commun des hommes. Par exemple, l'idée que la conscience est plus importante que que le corps ne compte pas, que seul compte la conscience, c'est quand même assez osé comme proposition. Ou l'idée qu'il y a un racisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a toujours du racisme, même s'il n'y a pas de raciste, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ou dire que les mathématiques sont des sciences racistes et virilistes, c'est assez énorme. Il faut oser aller jusque-là. Et il me semble que c'est vraiment une vision globale du monde. Et cela se voit d'ailleurs dans l'enthousiasme, l'exaltation qui est celle des militants woke. Voir cette vidéo d'Evergreen College qui est tout à fait étonnante, ou voir une vidéo hallucinée d'une jeune collègue qui dit que la cuisine française est éminemment raciste, avec un air tout à fait inspiré, si je puis dire. Voir aussi les réactions qu'il y a eu au colloque des rares dissidents qui a été organisé que nous avons organisé à la Sorbonne il y a un an. On nous a traités de tous les noms, manifestations, demandes d'interdiction, nos universités qui ont fait écho contre nous, etc. C'est tout à fait étonnant. Il y a un véritable enthousiasme. Il y a aussi, surtout au lendemain de la mort de George Floyd, toute une série de rites que l'on a pu observer à la suite de la mort de George Floyd, des demandes de pardon, des agenouillements pour s'excuser de cette mort, même si on vit à l'autre bout du monde et qu'il ne s'agit on n'est en rien responsable de la mort de George Floyd, le lavement de pieds par des Noirs, par des Blancs, des policiers blancs notamment, des fresques à la gloire de George Floyd qui retracent les étapes de sa passion, toute une série aussi de textes sacrés. Effectivement, les woke vous présentent souvent comme argument, mais vous n'avez pas lu les études de genre de Butler, vous n'avez pas lu le livre de Kendi sur la race, etc. Textes qui, pour les philosophes, sont quand même pas des textes extrêmement consistants, si je puis dire. Et autre aspect, alors religieux, mais évidemment, beaucoup de croyants m'ont dit c'est horrible ce que tu dis de la religion, c'est pas possible. Évidemment, c'est la religion au pire sens du terme. Sectarisme, refus du débat avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui incarnent le mal. Ce qui résume le mieux cela, à mon avis, c'est toujours cette vidéo d'Evergreen qui est vraiment extraordinaire, que je vous conseille de regarder. Il y a un seul professeur qui résiste à cette prise de pouvoir par les woke, qui s'appelle Brett Weinstein, c'est un professeur de biologie, et il essaie d'argumenter pourquoi il ne veut pas se plier aux nouvelles règles édictées par les woke. Et au bout d'un moment, l'un des militants lui dit arrête avec tes argumentations, arrête de raisonner, la logique c'est raciste. La logique c'est raciste, c'est une proposition, je trouve, qui est quand même assez bouleversante. C'est quelque chose. Si la logique c'est raciste, c'est vrai que toute l'université, toute l'argumentation doit tomber. Et c'est très étonnant de voir à quel point ils refusent de débattre. Il y a plusieurs personnes dans des journaux autres qui ont essayé d'organiser des débats avec des woke. Ils ont tous, sauf un, pour des raisons très particulières, tous refusé de discuter parce que je suis le mal d'une certaine manière. Et alors, il y a effectivement derrière ce sectarisme, il y a aussi bien sûr cette culture de l'annulation, ce qu'on appelle la cancel culture, la volonté d'éradiquer de notre histoire, de notre culture, tout ce qui semble offensant pour nous. Donc il faut reconstruire l'histoire à partir de zéro. C'est un iconoclasme radical d'une certaine manière. Il ne faut plus étudier Voltaire car il a quelques phrases antisémites. C'est vrai qu'il a dit quelques propos antisémites, mais c'est pas l'œuvre de Voltaire. Hugo est raciste et il semblerait qu'un de mes jeunes collègues à Paris 1 enseigne en début de ses cours sur Platon que Platon est un philosophe blanc, ce qui est pas très bon pour lui. Alors c'est déjà bien qu'on fasse quand même un cours, mais philosophe blanc, je sens que ça va mal se passer pour lui. Ne parlons pas d'Aristote, qui justifie l'esclavagisme et qui pense que l'homme et la femme, la production d'une femme, c'est le premier signe de l'échec dans la forme de la procréation.
Et autre aspect qui me semble assez notable, c'est le prosélytisme de ces militants woke, notamment en direction des jeunes et des adolescents, en particulier dans le secondaire. On voit qu'il y a toute une série d'associations qui font la promotion notamment du changement de genre, mais aussi d'une vision communautariste et victimaire. Pour le syndicat Sud Éducation, pour ne pas le nommer, propose effectivement que les enfants puissent changer de genre à l'école et surtout que les parents ne soient pas prévenus. Ce qui a mis longtemps à arriver aux États-Unis, maintenant c'est chez nous, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, il est évident aussi que ce prosélytisme est justifié parce qu'il n'est pas si évident que ça de convertir des adultes compétents, si je puis dire. Et il y a effectivement quelque chose de très étonnant dans cette volonté prosélyte. Et on voit que les jeunes sortis de nos universités et convertis dans les universités sont maintenant professeurs, la génération des boomers, la génération ONI des boomers est en train de laisser la place. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, je dirais pas de militantisme, de prosélytisme dans les écoles. Alors ça, c'est le premier point, c'est une vision du monde global. Il faut voir d'autre part que c'est une religion post-protestante. Je crois que ce terme de réveil a vraiment l'intérêt de nous renvoyer à ces grands réveils protestants du XVIIIe et du XIXe siècle. Joseph Bottom, l'historien américain du protestantisme, montre qu'il y a effectivement que cette montée du wokisme est corrélative de la baisse du protestantisme mainline, c'est-à-dire le protestantisme principal américain, de plutôt modéré, etc. Il explique qu'il y avait effectivement 50% des Américains qui se déclaraient protestants en ce sens en 1965, il n'y en a plus que 10% aujourd'hui. Ces élites américaines WASP, elles étaient protestantes mainline, maintenant elles sont woke. Ce que montre très bien Bottom et d'autres historiens du protestantisme américain, c'est qu'effectivement, depuis le début du XXe siècle, la question du péché n'est plus aux États-Unis une question individuelle, mais est devenue une question sociale. Le mal, il est dans la société et on peut guérir le mal dans la société. C'est ce courant que l'on appelle le social gospel de Walter Rauschenbusch au début du XXe siècle. Comme il y a quelques philosophes dans la salle, je signale que c'est le grand-père de Rorty, ce qui est assez étonnant. Donc c'est une religion post-protestante, c'est une religion puritaine. Il s'agit de séparer les purs et les impurs, de séparer les bons et les méchants en fonction de leur comportement. Et l'essentiel, c'est effectivement que l'on fasse la confession de ses privilèges. De ce point de vue-là, cette volonté de poursuivre le mal et de le marquer d'une manière indélébile fait que beaucoup de collègues d'universitaires américains se rappellent effectivement de la lettre écarlate de Hawthorne, le grand livre de Hawthorne, la marque indélébile de la femme adultère. Là, aujourd'hui, la marque woke, la marque anti-woke, si vous voulez, est également indélébile. Si je suis considéré comme raciste, transphobe, etc., ça ne disparaîtra pas de sitôt parce qu'il y a la mémoire infinie des réseaux sociaux. Et effectivement, je comprends de ce point de vue-là que beaucoup de jeunes collègues m'écrivent, me disent « Je suis d'accord avec toi, mais tu comprends bien que je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas titularisé, parce que j'ai besoin de crédit de recherche, parce que je veux que mes doctorants trouvent un job, etc. » Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez fort et cette mort sociale qui nous est promise est quelque chose dont on ne se défait pas plus que de la marque, de la lettre écarlate de Hawthorne. Par ailleurs, c'est une religion extrêmement pessimiste, alors ça rappelle les sermons terrifiants que je cite dans le livre de Jonathan Edwards lors du premier grand réveil, avec l'idée de la double prédestination. Il y a la promesse de ceux qui sont sauvés, mais il y a surtout la promesse de ceux qui sont damnés. L'enfer est à la porte et il faut se repentir dans des séances qui sont souvent très, très émotives, très, très spectaculaires, comme le sont les séances effectivement de militantisme woke. J'ajouterais aussi, et c'est là qu'on voit que c'est dans la continuité de la religion des élites américaines,
que c'est une religion des élites blanches, des universités de l'Ivy League, des grandes universités américaines. Et il y a là-dessus un jeune chercheur, alors je crois qu'il n'a pas encore fini son doctorat, qui a eu une idée très intelligente. Il a parlé à ce propos de ces croyances, de ce qu'il appelait des croyances de luxe. Croyances de luxe, c'est-à-dire que pour affirmer, s'acheter des sacs Vuitton, tout le monde peut plus ou moins le faire si on économise beaucoup. Par contre, avoir des idées extrêmement paradoxales, il faut vraiment, c'est la preuve qu'on est vraiment quelqu'un qui vit dans un monde particulier. Il parle par exemple d'une de ses camarades. Lui, c'est un enfant de l'assistance publique. Il a fait des études à l'armée, en travaillant. C'est un prolo, comme on dirait, qui arrive comme ça dans ses universités. Il dit, c'est quand même bizarre. Il me raconte, notamment, il parle d'une de ses collègues étudiantes qui lui dit... moi, je suis contre le mariage monogame, c'est complètement dépassé. Puis il va un peu plus loin, il discute avec elle. Il se rend compte que toute la famille de cette jeune fille est monogame et qu'elle aussi va se marier bientôt d'une manière monogame traditionnelle, alors qu'elle professe effectivement que le mariage s'est dépassé. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Autre exemple de croyance de luxe qui est arrivé depuis, c'est le slogan assez incroyable de définancer la police. Définancer la police. Pour dire ça, il faut, comme on le note, vivre dans une communauté fermée, se déplacer dans un taxi uniquement, avoir un service de sécurité privée. Personne de normal ne peut dire qu'il faut définancer la police. Et d'ailleurs, lorsque ça a été appliqué, par exemple à Portland, à la suite de Black Lives Matter, l'augmentation des homicides, c'était 83% en un an. Mais ce sont des croyances de luxe. Et effectivement, professer des choses de cet ordre, c'est un signe de distinction extrême. Je crois que cet étudiant a touché quelque chose d'assez vrai. Alors, par ailleurs aussi, autre point, qui fait une petite différence avec le christianisme, une vraie différence avec le christianisme, c'est que c'est une religion sans pardon. C'est ce que dit Joshua Mitchell, le grand spécialiste de Tocqueville, qui dit qu'il y a effectivement dans cette religion woke un équivalent du péché originel, c'est le privilège blanc, mais ce privilège blanc, à la différence du péché originel, il n'est pas possible de l'effacer. Il n'y a pas de baptême qui efface ou qui pardonne ce privilège blanc. La seule chose que l'on puisse faire, c'est, comme ils disent, check your privilege, reconnaître ses privilèges, s'en excuser, tenter de s'en excuser, mais on reste toujours blanc. C'est ça qui est assez étonnant. On en parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure. On peut changer de genre, on ne peut pas changer de race, ce qui semble... ça se discute. C'est un point intéressant. Il y a des livres entiers écrits sur cette question par les woke. Alors, on ne peut pas échapper au privilègement. Il y a un autre péché qui est un petit peu mineur, mais qu'il faut aussi confesser, c'est bien sûr la masculinité toxique, ce qu'ils appellent Donc, il y a la blanchité et il y a la masculinité toxique. Alors là aussi, c'est pas très bon, mais on peut toujours essayer de s'en excuser, notamment en se déconstruisant. Vous voyez, il y a une femme politique française qui est très heureuse que son homme soit déconstruit, et c'est une hypothèse. Il faut essayer de se déconstruire ou éventuellement changer de genre cela est possible. Il est possible, si on est un homme, de devenir une femme. Il suffit de le déclarer d'une certaine manière. Mais vous voyez que c'est quand même une religion, de ce point de vue-là, avec moins de perspectives, si je puis dire, de salut que la religion chrétienne. Et c'est un point qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a pas effectivement d'eschatologie. Il n'y a pas une doctrine des fins dernières de l'homme et du monde. Il n'y a pas, à la différence des religions séculières du XXe siècle, le marxisme par exemple, il n'y a pas d'avenir radieux. Et ce qui est très étonnant chez tous ces auteurs, c'est qu'il y a une vision extrêmement pessimiste de l'avenir humain, en particulier chez les théoriciens de la race, les théoriciens critiques de la race. Par exemple, Ibrahim X. Kendi, qui lui-même a un cancer, qui dit le racisme, c'est un cancer que l'on ne guérira jamais. Ou le vrai fondateur de la théorie de la race, Derrick Bell, qui explique dans une nouvelle de science-fiction que si des extraterrestres venaient atterrisser aux États-Unis et proposaient d'échanger tous les Noirs des États-Unis contre des technologies dépolluantes, bien sûr, tous les Américains voteraient pour se débarrasser des Noirs, et les Noirs repartiraient, dit-il, en soucoupe volante, comme ils sont arrivés dans les bateaux des négriers. Donc l'idée que la haine à l'égard des Noirs
Alors les seuls qui ne voteraient pas pour cela, dit-il, c'est les Juifs, parce que les Juifs, s'il n'y avait plus les Noirs, seraient les premières victimes, enfin seraient les racistes de remplacement. Mais vous voyez des choses assez délirantes qui indiquent que pour eux, le racisme ne pourra jamais se terminer. Quoi qu'il arrive, le racisme persistera toujours. Alors, il y a une autre perspective eschatologique, si l'on veut, mais qui n'est guère plus optimiste, c'est évidemment l'écologisme apocalyptique, le catastrophisme. On va vers une disparition de la planète sous l'effet notamment du privilège blanc, voire par exemple là aussi en Sandrine Rousseau, parce que c'est la plus connue en France, qui parle non pas d'anthropocène, mais d'androcène, c'est-à-dire que ceux qui ont saccagé la planète, ce sont les hommes blancs occidentaux, et c'est eux qui sont responsables de tout cela. C'est l'homme blanc européen qui a saccagé la planète. Alors, évidemment, lorsque je parle de tout ça, on me dit, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une secte, tout simplement? Alors, je dirais que oui, c'est une secte, c'est une mauvaise nouvelle, et non, c'est une religion, parce que, évidemment, c'est une secte qui a largement réussi. On voit très bien qu'aujourd'hui, cette religion a conquis une bonne partie du monde universitaire occidental, une bonne partie des médias, de la culture, des entreprises, etc. Et c'est une secte, et c'est inquiétant parce que, évidemment, dans mon bouquin, je cite un livre qui est extraordinaire, que vous connaissez sûrement, le livre de Festinger, L'échec d'une prophétie, le grand livre de psychologie sociale. C'est une étude qui a été menée en 54-55 par un sociologue et ses élèves, une mère au foyer, enfin mère au foyer, annonce que le monde va disparaître le 25 décembre qui suit, sous l'effet d'un déluge, et elle prêche comme ça, elle réunit des gens pour prêcher, pour essayer d'éviter ce déluge. Festinger a eu l'idée, très bonne idée, de rentrer avec quelques-uns de ses étudiants dans cette secte pour voir ce qui allait se passer le lendemain du 25 décembre, parce qu'il se doutait bien que ça n'allait pas s'arrêter, et il y va, et effectivement, il se rend compte que le jour où, le 25 décembre, la soucoupe n'atterrit pas, le monde n'est pas enseveli sous un déluge. Et effectivement, il y a un moment de difficulté, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est de là, grosso modo, que date cette expression. Mais en fait, ce que dit la Marianne Kitsch, la leader de cette secte, c'est qu'en fait, ouf, c'est parce qu'on a énormément prié que le monde n'a pas disparu. C'est bien la preuve que notre religion marche et elle continue. Et ça ne va pas se défaire tout de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire du jour au lendemain ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas de cette manière. Et la conclusion de Festinger est tout à fait, ça vaut, me semble-t-il, pour les woke. L'homme de foi, dit-il, est inébranlable. Dites-lui votre désaccord, il vous tourne le dos. Montrez-lui des faits et des chiffres, il vous interroge sur leur provenance. Faites appel à la logique, il ne voit pas en quoi cela le concerne. C'est amusant, c'est la logique, c'est pas son problème, si vous faites appel à la logique. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, si je puis dire, parce que il me semble que c'est un immense problème qui se pose à nous. On ne va pas s'en sortir avec l'argumentation. Et dernier point, et ça me semble être le point essentiel, même s'il a rarement été noté, cette religion, c'est, à ma connaissance, la première religion universitaire. C'est la première religion qui soit née dans les universités. C'est rarement noté. Bon, évidemment, les universités médiévales ont enseigné le christianisme, mais c'était né en dehors. Les universités du 19e siècle, les universités fondées sur le modèle des universités de recherche allemandes, sont des lieux de science, sont des lieux de critique scientifique. Ce sont des lieux où les religions ont plutôt été étudiées et disséquées historiquement qu'elles n'ont été embrassées d'une certaine manière. Et effectivement, on se trouve dans une situation tout à fait étonnante où le lieu de la science, de la raison, des Lumières, le lieu qui est théoriquement le conservatoire de l'argumentation scientifique, des échanges, est un lieu qui est le plus religieux, le plus haut au monde. Alors, je rappelle de ce point de vue-là l'article L141-6 du Code de l'éducation qui expliquait exactement ce que devait être l'enseignement supérieur. Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique,
religieuse ou idéologique, il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. Et le professeur d'université est libre de son expression dans les réserves que lui imposent deux traditions universitaires, deux principes, tolérance, objectivité. Ces principes sont bafoués de part en part. Il n'y a plus la moindre diversité d'opinion et il est très difficile de faire respecter la diversité d'opinion dans les universités. Il n'y a plus de recherche de la connaissance objective. Il n'y a plus d'échange d'arguments. C'est quelque chose qui est tout à fait grave. Et alors, c'est d'autant plus grave, et ça c'est d'un point de vue, je dirais, de diffusion, que nous sommes maintenant dans une économie de la connaissance, que dit très bien un journaliste américain, gay, très progressiste, qui dit nous vivons tous sur les campus maintenant. Nous vivons tous sur les campus maintenant, Andrew Sullivan. Et le problème, c'est que cette religion des universités, c'est toute de fait, la religion des gens qui sortent de ces universités, les GAFAM, les grandes entreprises internationales, les médias, la culture, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble tout à fait important de voir que c'est une religion universitaire. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire et c'est quelque chose qui me semble extrêmement préoccupant. Alors, par ailleurs, mais je ne vais pas insister trop là-dessus, si je parle de religion, c'est parce qu'il s'agit de... je ne pense pas que cela ait à voir avec la French Theory. Si j'insiste sur cet aspect religieux, c'est pour cela. Il y a évidemment des différences qui me semblent... Alors, pourquoi les intellectuels français disent-ils c'est la French Theory? C'est de l'hubris. On croit qu'on a inventé quelque chose, que nos prédécesseurs ont inventé quelque chose qui saccage la Terre entière. C'est évidemment un orgueil mal placé, d'une certaine manière. Mais là, il y a toute une série de différences. D'abord, différences de style. Les Derrida, Foucault, Lacan, etc. sont des auteurs ironiques, sont des auteurs mobiles, d'une certaine manière. Là, nous avons affaire à des militants tout à fait bornés. Deuxième différence, les auteurs de la French Theory, quoi qu'on dise, ne sont pas vraiment des politiques. Ils proclament au contraire la fin des grands récits, la fin de la politique. Et surtout, les woke sont des penseurs identitaires, de race, de genre, etc. Alors que les penseurs de la French Theory sont des critiques de l'identité, de la notion de sujet. Et d'ailleurs, les théoriciens du genre et de la race les plus subtils se rendent compte qu'il ne faut rien reprendre à ce qu'ils appellent ces mâles blancs morts, ces théoriciens de la French Theory, parce qu'ils critiquent l'identité. Alors, comme dit Bell Hooks, une des plus brillantes de ces auteurs, nous ne devons pas nous référer à eux. La critique de l'identité, c'est un luxe de riches qui sont déjà pourvus d'une identité. Pour nous, oui, c'est facile, dit-elle, d'abandonner une identité quand on en a une. Pour nous, effectivement, il ne s'agit pas de critiquer l'identité. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu, je suis peut-être en retard. Alors, le deuxième point, le contenu de cette religion, il y a 3 théories et une philosophie de la connaissance. Première théorie, théorie du genre. 2 théories anthropologiques, théorie du genre, théorie critique de la race, qu'ils appellent théorie critique de la race, une théorie politique, la théorie de l'intersectionnalité, et une philosophie de la connaissance, ce qu'ils appellent l'épistémologie du point de vue. Alors, j'insisterai un peu plus sur la théorie du genre, dans la mesure où il me semble que c'est la thèse qui est au cœur de cette religion woke. D'abord parce que c'est effectivement... Alors, comment résumer la théorie du genre? Bon, j'ai repris ce que dit un livre de coloriage destiné aux enfants du primaire, livre de coloriage de Black Lives Matter, qui est très répandu dans les classes américaines. Voilà, je vous le lis. Tout le monde a le droit de choisir son propre genre en écoutant son cœur et son esprit. Chacun a le droit de choisir s'il est une fille ou un garçon, ou les deux, ou aucun des deux, ou autre chose, et personne d'autre n'a le droit de choisir pour lui. C'est ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles primaires. Donc ça veut dire que le corps n'existe pas, seul compte la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Il y a l'idée que l'on peut être d'une certaine manière dans le mauvais corps, et qu'on est tombé dans le mauvais corps. Cela se voit avec la notion une expression qui est assignée mâle ou femelle à la naissance, amab ou afab, comme si c'était imposé, comme si effectivement cette identité était imposée de l'extérieur, que c'est quelque chose qui pouvait être contraire à ce que souhaiterait l'enfant. Alors, pour la question que je me pose, alors
je ne vais pas entrer dans le détail de cette théorie de genre, mais c'est une vieille histoire. Ça commence dans les années 50 avec John Monnet, donc c'est bien avant les penseurs de la déconstruction, et c'est le modèle, si je puis dire, de toutes les théories ultérieures woke pour l'implémentation globale. Alors, pourquoi cette promesse séduit-elle? Il me semble qu'effectivement, c'est la plus séduisante, la plus miraculeuse. C'est l'émancipation portée à son extrême. On s'est libéré de toute détermination. Il reste à nous libérer de ce corps qui nous pèse et auquel on n'arrive pas à donner un sens. Nos corps ne comptent pas, ce sont nos consciences qui comptent. Et de ce point de vue-là, on voit ici une espèce un projet d'émancipation porté jusqu'au bout, ou un progressisme devenu fou, si je puis dire, avec l'idée que puisqu'on ne peut pas encore supprimer la mort, on peut déjà changer de corps. Et on voit qu'il y a des rapprochements très nets entre transhumanisme et transgenrisme. Un des personnages les plus emblématiques étant Martin Rothblatt, un homme devenu femme qui est patronne d'une société pharmaceutique et aussi un des grands promoteurs du transhumanisme. C'est un combat enthousiasmant pour la liberté et ce qu'ils appellent l'autodétermination. D'où l'enthousiasme, d'une certaine manière, des transactivistes. C'est pour ça aussi que c'est le sujet qui choque le plus et qui est le plus problématique. Et je dirais que c'est ce qui est le plus original. C'est-à-dire qu'à la rigueur, la théorie de la race, c'est la guerre des races reprise, ou la lutte des classes, plus ou moins. L'intersectionnalité, c'est la convergence des luttes. La théorie du genre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau. Il y a une dimension véritablement religieuse derrière cela. Cela fait penser, bien sûr, à l'hérésie chrétienne de la gnose au IIe siècle, pour laquelle le corps est le mal dont il faut se libérer. Il y a l'idée que l'on doit pouvoir, effectivement, que ce sont nos consciences qui doivent pouvoir fabriquer le monde. Alors on voit l'enthousiasme religieux des trans, notamment Béatrice Preciado, le plus célèbre en France, qui est devenu Paul Preciado, qui explique qu'il a choisi son nom dans un rêve, une nuit de rêve, son nouveau nom de Paul. Bon, Paul, ça rappelle évidemment le fondateur d'une autre religion, et qui propose que Notre-Dame de Paris soit désormais consacrée au culte trans. Je propose que l'État français retire à l'église la garde de Notre-Dame de Paris et transforme cet espace en un centre d'accueil et de recherche féministe, queer, trans et antiraciste et de lutte contre les violences sexuelles. Alors, bon, ça, on pourrait faire sourire, mais quand on lit les textes de Preciado, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Alors, je ne vais pas insister trop, d'abord parce que je suis en retard et parce que je crois que Claude Haby vous en parlera, des conséquences que cela peut avoir pour les adolescentes, puisqu'effectivement, cette dysphorie de genre frappe essentiellement les adolescentes, alors que la dysphorie de genre traditionnelle touchait plutôt des petits garçons, 4-5 ans, et que cela passait ensuite. Là, il y a effectivement une explosion des cas de transgenre. Les sondages sont tout à fait étonnants là-dessus. C'est tout à fait étonnant c'est étonnant et pas étonnant puisqu'on apprend aux enfants et aux adolescents désormais à déconstruire le genre, c'est-à-dire à douter de leur sexe. Par exemple, en Écosse, on enseigne aux enfants « Your gender is what you decide ». Ton genre, c'est toi qui en décides. On imagine la perplexité des jeunes sur ce point. Il y a toute une série de cas qui sont rapportés à ce sujet. Je dirais que cet engouement transgenre est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il faut se rappeler qu'un grand historien de la médecine et de la psychiatrie, Ian Hacking, a montré que les catégories dans les sciences humaines sont des catégories qu'il appelle interactives. Ça fabrique des gens. Lorsque vous dites il y a une nouvelle nosographie, il y a un nouveau cas, la dysphorie de genre, il y a des gens qui vont s'en emparer et qui vont transformer et s'approprier cette nouvelle catégorie nosologique. Alors, de ce point de vue-là, je dirais qu'effectivement, il y a bien des précautions à avoir, sinon on s'oriente vers Merci. Donc, alors, cette question du genre a des conséquences très, très évidentes, puisqu'elle conduit à la volonté d'effacer les femmes. La notion de femme est quelque chose qui est choquant pour les trans, etc. Et donc, on ne va plus parler de femmes, mais de personnes qui menstruent. On ne va plus parler de femmes enceintes, mais de personnes enceintes. On ne va plus parler de lait maternel, mais de lait parental. Et ceux qui protestent contre cela sont critiqués très violemment sur les réseaux sociaux. Vous savez que J.K. Rowling est désormais persécutée pour avoir simplement rappelé que plutôt que de parler de personnes qui ont leurs règles, il vaudrait mieux parler de femmes. Et on en arrive aussi au
moment où une juge nouvellement nommée à la Cour suprême à qui on demande ce que c'est qu'une femme dit « Ah, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas biologiste ». C'est quand même tout à fait étonnant, d'autant qu'elle s'était vantée justement d'être la première femme noire à la Cour suprême. C'est aussi la fin des sports féminins, c'est la fin des prisons, du caractère féminin de certaines prisons, etc. Et alors évidemment, critiquer ce transactivisme n'a, à mon avis, rien à voir avec les discriminations sexuelles. Ce sont au contraire les trans aujourd'hui qui sont très hostiles aux féministes, aux lesbiennes, qu'ils qualifient de TERF, de féministes excluant les trans. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une véritable guerre contre la réalité qui se mène autour de cette question du genre. Il ne faut plus croire le témoignage de nos sens. Si on voit quelqu'un qui est un homme et qu'il vous dit qu'il est une femme, il faut s'adresser à lui comme s'il était une femme. Il y a la fameuse vidéo chez Schneiderman que vous connaissez peut-être, où un homme dit « je ne suis pas un homme, monsieur ». Le problème, c'est que on ne peut plus faire confiance à ses sens. Le langage perd tout sens. Si un homme peut avoir, comme le dit le planning familial, si une femme peut avoir un pénis, effectivement, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'une femme. On pourrait appeler la femme squam, dit Helen Joyce dans un livre tout à fait intéressant. Le langage perd cette signification. Alors, que si on demande ça à des adultes consentants, pourquoi pas, qui écoutent de manière bienveillante ce nouveau point de vue que quelqu'un a sur lui-même, mais le demander à des enfants, ça me semble être quelque chose d'extrêmement destructeur. Attention simplement à ne pas dire ça. Une philosophe lesbienne, philosophe analytique, Kathleen Stock a dû renoncer à son job parce qu'elle avait dit le genre c'est une fiction, c'est comme toutes les fictions, ça peut avoir des effets positifs, mais on risque aussi de se perdre dans cette immersion dans la fiction. Et de ce point de vue-là aussi, il y a un point qui est tout à fait étonnant, c'est que cette guerre à la réalité me semble très, très préoccupante parce qu'il s'agit au fond de rejoindre les idéologies des GAFAM du monde virtuel. Les gens qui sont favorables au métaverse, oui, dans le métaverse, on peut changer de genre par un simple clic. Et de ce point de vue-là, la séduction de ces théories du genre va de pair, effectivement, avec une vie totalement dans le monde virtuel des ordinateurs, etc. Il y avait des phrases prémonitoires de Christopher Lasch dans son dernier livre, La révolte des élites, où il remarquait que ces élites qui ne travaillent que sur des calculs et sur des opérations mentales ont perdu le contact avec le réel, vivent dans un monde d'abstraction et d'images et méprisent les travailleurs manuels qui sont encore en contact avec le réel. À propos, le Covid, justement, a fait voir qu'il y avait des travailleurs du monde réel qui livrent les gens qui sont derrière l'ordinateur et les travailleurs du monde virtuel. Et les travailleurs du monde réel savent que le monde existe encore. C'est ce qui fait, la gravité de ces idéaux, c'est que ce n'est pas juste un délire universitaire, ça colle tout à fait avec l'idéologie des GAFAM. Je cite plusieurs auteurs théoriciens du métaverse qui sont tout à fait dans cette direction. Deuxième point, la théorie critique de la race, bon, je serai plus rapide, c'est une théorie directement opposée à l'antiracisme universaliste, une théorie soi-disant antiraciste qui est obsédée par la race. On fait à nouveau des race studies à la Sorbonne. Le fait de ne pas prêter attention à la couleur, dire par exemple je me moque que vous soyez noir, jaune, blanc ou vert, c'est le pire racisme, c'est le comble du racisme. Si vous ne voyez pas qu'il faut toujours tenir compte à la couleur, c'est que vous êtes un blanc raciste. Et il y a une critique explicite de l'universalisme. L'universalisme, c'est une idée de blanc. Il n'y a que les blancs qui peuvent croire que tous les hommes sont... la question de la race n'est pas essentielle, c'était tout à fait étonnant. Et on voit que de ce point de vue-là, pour être antiraciste, il faut toujours tenir compte de la race pour discriminer contre les discriminations. Cela va directement contre l'idée de responsabilité individuelle. Le racisme est systémique, institutionnel, d'atmosphère, etc. C'est ce que l'on enseigne dans les écoles américaines, où l'on enseigne aux enfants blancs qu'ils sont déjà racistes dès 2-3 ans, et aux enfants noirs qu'ils sont déjà victimes. Alors, ce qui est tout à fait... alors quand notre ministre de l'Éducation dit « c'est dommage, on ne parle pas assez de race en France à cause de l'extrême droite », je lui répondrai « non, on ne parle pas de race en France parce qu'on est universaliste et républicain ».
tout cas théoriquement. Et ce qui est très étonnant, c'est que les plus critiques de ces théories antiracistes, racistes, si je puis dire, sont des intellectuels noirs universalistes, par exemple John McWhorter, Glenn Loury, etc., Thomas Chatterton Williams, qui ne supportent pas que l'on considère que leurs enfants sont des victimes par définition et qui considèrent qu'on ne doit pas faire une éducation spéciale pour les Noirs. Il y a en particulier le cas tout à fait étonnant d'un programme de mathématiques équitable financé par la fondation Gates, où on explique que il n'est pas nécessaire de la culture de la suprématie blanche, c'est quand on met l'accent sur la bonne réponse ou lorsque les étudiants sont tenus de montrer leur travail. Il n'y a pas de mathématiques objectives, il faut enseigner le rôle des mathématiques dans les discriminations sociales. La plupart des universitaires noirs ne veulent pas qu'on enseigne ce genre de choses. McWhorter a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Le racisme woke », comment une nouvelle religion a trahi l'Amérique noire. On voit qu'effectivement les stéréotypes racistes sont omniprésents dans cette perspective. Troisième théorie, je m'excuse, je vais un peu vite, mais je crois qu'il faut que je sois dans le temps à peu près, la théorie de l'intersectionnalité, qui est une thèse politique qui permet de potentialiser la théorie du genre et la théorie critique de la race. Il s'agit de voir que on peut être victime de plusieurs côtés à la fois. L'image inventée par Kimberlé Crenshaw vient d'une série de procès qui ont été faits par des femmes noires qui s'estimaient discriminées par des grandes entreprises à la fois comme femmes et comme noires et qui n'arrivaient pas à se faire entendre parce que ce n'était pas prévu. Elle fait la comparaison avec une intersection routière. Les femmes noires peuvent être victimes de discrimination de plusieurs façons. Lorsque deux routes à double sens se croisent, la circulation se fait dans 4 directions différentes. La discrimination, comme la circulation, peut se faire dans un sens ou un autre. Si un accident se produit à une intersection, il peut être causé par des voitures venant de plusieurs directions et parfois de toutes les directions. Donc il y a l'idée d'une convergence des luttes et d'une potentialisation des victimisations. On peut être victime à la fois de grossophobie, de capacitisme, de validisme, etc. Et on peut ajouter d'autres discriminations potentielles. Par exemple, en France, on va rajouter l'islamophobie, le décolonial, etc. Et il y a une course, d'une certaine manière, à la fragilisation qui prospère sur fond de sentiments de fragilité. La nouvelle approche universitaire en termes de care, par exemple, explique que c'est la fragilité qui est une vertu. On voit aussi la fabrication des fragiles, voir le livre par exemple des 2 psychologues, Haidt et Lukianov, qui est tout à fait intéressant, où l'on voit que ces enfants de la génération Z sont fragilisés par des parents hélicoptères qui enlèvent toute difficulté autour d'eux. Cela joue évidemment sur le sentiment de culpabilité des hommes blancs, occidentaux, cisgenres, mais c'est un moyen effectivement de faire converger des luttes, de potentialiser des luttes, mais de plusieurs identités fixes et définies. C'est-à-dire qu'on ne va pas lutter. Évidemment, chacun d'entre nous peut être discriminé de plusieurs manières, mais là, il s'agit de faire converger des luttes de groupes victimaires différents. 4e thèse, la thèse philosophique, thèse de théorie de la connaissance. La voie a été ouverte par les critiques de la biologie, par la théorie du genre. Par exemple, un de mes collègues explique que la biologie traditionnelle nous biaise, patriarcale, elle s'est vautrée dans l'androcentrisme et l'hétérosexisme. L'immunologie qui distingue le soi et le non-soi serait une doctrine raciste et colonialiste. Et il faudrait, selon le même auteur, constituer une antibiologie gynocentrique, matriarcale ou homosexiste. Bon, pour beaucoup d'entre nous, ça rappelle, Dominique Lecourt était content d'être là, l'opposition chez Lysenko de la science bourgeoise et la science prolétarienne. Cela ouvre une voie à la critique de toutes les sciences, y compris les plus pures. Les mathématiques sont racistes et virilistes. Alors on a le témoignage tout à fait étonnant de Sergiu Klainerman, un immense mathématicien américain d'origine roumaine, qui dit au moins en Roumanie, Ceausescu nous laissait la paix avec les mathématiques. On pouvait travailler tranquillement, voir aussi les médecins français qui perdent leur temps en semaine du genre ou à qui on reproche de sélectionner le meilleur plutôt que de tenir compte de sa race, son origine, etc. La science occidentale, dans son ensemble, serait raciste, colonialiste, etc., parce que, par exemple, la médecine coloniale, c'est une médecine qui a participé à la colonisation. Les mathématiques ont servi, le calcul plutôt, a servi à compter les esclaves dans les bateaux de négriers. Donc, il faut en finir avec cela. Et plus largement, il faut constituer de nouvelles épistémologies, de nouvelles philosophies de la connaissance.
C'est ce qui occupe à temps plein, si je puis dire, les philosophes woke actuellement. Contre la recherche d'une vérité objective, il n'y a que des épistémologies du point de vue féministe, décolonial, intersectionnel, subalterne, etc. Donc il y a l'idée que la connaissance objective ne peut pas exister. Je cite deux auteurs de ce courant. L'idée chère, disent-elles, à l'épistémologie objectiviste qu'il est possible d'être nulle part et partout en surplomb du monde pour l'observer est donc fausse. Cela masque une position spécifique, une vision particulière, celle des dominants, rendue possible par des institutions sociales qui la soutiennent en organisant son apparente neutralité. Donc, on sait bien, la sociologie de la connaissance sait bien qu'il y a des biais en sciences, mais il s'agit, c'est l'objectif en général de l'épistémologie, c'est de lutter contre ces biais. Pour les woke, au contraire, toute science est située, et c'est un aspect favorable. Il faut simplement revendiquer cela et opposer des sciences faites du point de vue des dominés aux sciences faites des points de vue des dominants. Et il y a vraiment l'idée qu'il faut se débarrasser de la science traditionnelle. Alors, il y a un exemple que je cite longuement dans mon livre, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, où désormais les savoirs maoris, qui sont des mythes tout à fait respectables, très beaux, sont enseignés comme étant de la science. Et les quelques rares scientifiques qui ont osé protester ont été complètement mis à l'écart. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas enseigner les maoris, mais il faut les enseigner comme étant de la science. Les plus grands biologistes américains ont réagi en disant on ne s'est pas battu contre le créationnisme chrétien pour accepter le créationnisme maori. Alors, en conclusion, je dirais quelques mots, parce qu'il me semble que ce qui est le plus frappant, ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, une théorie de gauche progressiste, etc. C'est au contraire une théorie qui s'attaque directement aux Lumières. La théorie critique de la race s'en prend à l'idée d'universalisme. L'idée l'humain universel, c'est une idée de blanc. On n'échappe jamais à sa communauté d'origine. D'Angelo, Kendi, etc. Critique l'universalisme qui serait un ennemi à combattre. Alors ça fait penser un petit peu leur idée, l'homme n'existe pas, ça fait penser à l'idée de Mestre, hein. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. Critique de l'idée d'individu autonome, contre l'idée que l'on peut choisir ses appartenances, que l'on peut se forger une identité propre. D'Angelo, par exemple, critique l'individualisme, qui stipule que chacun d'entre nous est unique et se distingue des autres, même à l'intérieur de nos groupes sociaux. Comme le résume très bien l'écrivain américain Bret Easton Ellis, le but des woke, c'est de se débarrasser de l'individu, c'est de revenir à une pensée tribale. On voit d'ailleurs leur réaction au livre de Philip Roth, le grand livre de Philip Roth, La Tâche, hein, sur l'idée qu'on peut se choisir son individualité, qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans sa communauté d'origine. Pour eux, ce n'est pas un chef-d'œuvre absolu, c'est une offensive réactionnaire contre la théorie critique de la race. Et ils retrouvent cette idée qu'il n'y a pas d'individu, qu'il n'y a que du nous. Ça me fait penser, moi, de Bonald, d'autres philosophes contre-révolutionnaires qui voulaient une philosophie du nous contre la philosophie du moi. Critique aussi, enfin, de la raison et du rationalisme, un éloge du sentiment, de l'expérience vécue, refus de l'échange argumenté. Seul le sentiment compte, seules les femmes, les noirs, les trans savent ce que sont les femmes, les noirs, les trans. Si quelqu'un d'autre s'en occupe, c'est effectivement ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Ça veut dire qu'il y a un refus radical de l'altérité, de la connaissance d'autrui. On voit que, par exemple, Sandrine Rousseau dit que le coupable, c'est le rationalisme de Descartes, et c'est aussi la pensée de Buffon et de Linné qui ont commis le crime de vouloir classer la nature. Pour qui a lu et apprécié Buffon et Linné, c'est quand même un peu fort de café. Et de ce point de vue-là, les fondateurs de la théorie critique de la race, Delgado et Stefanczyk, deux juristes, se prononcent au début de leur manuel de théorie critique de la race contre, je cite, contre l'universalisme, contre l'individualisme, contre le progrès, contre les fondements de l'ordre libéral, contre le rationalisme des Lumières, contre les principes neutres du droit constitutionnel. Et on voit effectivement qu'il y a une offensive, une véritable offensive contre les Lumières. Alors, je dirais que effectivement, ce qui me semble étonnant, mais je crois qu'on va s'arrêter là parce que il y aurait des questions à développer sur ce qu'on peut faire. Ce qui est très étonnant, c'est de voir que les héritiers des Lumières sont pas les premiers à réagir. Et moi, je suis très frappé de voir que les universitaires qui sont hostiles à ces thèses, on se connaît tous en France, on est une centaine à peu près, on se connaît tous personnellement, et c'est assez étonnant de voir cela. Alors, est-ce que c'est parce que certains voient, par exemple, dans la théorie du genre, le comble de l'émancipation, la fin promise des doctrines progressistes, ou est-ce que c'est simplement qu'ils sont
tomber, si je puis dire, avec les idées chrétiennes qui, elles aussi, ont disparu, je ne sais pas. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que faire, hein, qu'on me pose souvent. Que faire? Je dirais qu'il y a effectivement plusieurs choses à voir. C'est que on pourrait de toute façon déjà se dire qu'il faut toujours dire non, même si ce n'est pas si facile que ça. Mais Bari Weiss, qui est une des journalistes les plus actives de ce point de vue-là, dit que c'est ça d'abord la solution. Faire confiance aussi aux hommes ordinaires. Je pense en particulier à certaines vidéos où on voit des parents d'élèves dans les écoles et des conseils scolaires, notamment un ouvrier chaldéen, chrétien chaldéen, qui dit « voulez enseigner à mes enfants, à mes enfants des pronoms, eh ben appelez mon fils roi, appelez ma fille reine, et moi appelez-moi maître, s'il vous plaît. » Bon, je pense qu'il a changé d'école après, mais ou des tas de parents latinos ou noirs qui disent n'enseignez pas à mes enfants que je suis une victime, qu'il est une victime. Je ne suis en aucun cas une victime, je ne suis pas juste le résultat du racisme. Alors, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Alors, on voit qu'aux États-Unis, c'est le débat actuellement qui est tout à fait prégnant. On voit que DeSantis, le gouverneur de Floride, a fait des résultats extraordinaires en luttant contre la théorie critique de la race, la théorie du genre dans les écoles. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, en disant qu'il faudrait supprimer les bureaucraties autour de la diversité, équité, inclusion. Et il y a 2 jours, Trump a repris entièrement l'argumentaire de DeSantis. Il me semble que les politiques commencent à comprendre aux États-Unis, mais je pense que ça va être le cas aujourd'hui aussi en France, qu'il faut faire quelque chose et que la solution ne peut pas, en tout cas s'agissant des universités, venir de l'intérieur. Bon, je soumets cela à votre réflexion. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire, mais en tout cas, il y a une attaque vraiment directe contre les fondements de la civilisation occidentale, la raison, les lumières, l'universalisme, et par ailleurs, mais ça c'est une autre question, cette dérive nous met dans une situation de faiblesse extrême à l'égard du monde extérieur qui nous regarde avec consternation. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Jean-François. Nous allons passer à la phase discussion. Je rappelle la règle, la parole est au premier ou à la première qui la demande, mais merci de vous présenter car les débats sont enregistrés, seront transcrits. Il faut qu'on puisse attribuer à chacun les propos qui lui reviennent. Qui demande la parole? Il y a un micro dans la salle. Alain Richard, sénateur. Puisque vous êtes un universitaire très implanté dans ce monde, est-ce que vous pouvez décrire les métastases, c'est-à-dire les disciplines dans lesquelles se développe cette démarche et l'état du rapport de force actuel, du niveau de résistance des champs disciplinaires et des équipes universitaires, pour qu'on essaye justement de regarder comment on peut circonscrire le mal. Oui, alors c'est la question qu'il ne faut pas me poser parce que c'est une question à laquelle j'ai tendance à avoir une réponse pessimiste. S'agissant en France des universités de lettres et sciences humaines, il me semble que la pénétration de ces idées est extrêmement importante. Et il me semble, bon, il y a des gens qui me disent où est-ce que mon enfant pourrait faire des études de philo sans avoir ce genre de choses. Je n'ai pas de réponse à lui apporter, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a là c'est réglé. Il me semble que le débat maintenant et l'offensive maintenant se fait dans les facultés de sciences, de médecine, à travers des disciplines ambivalentes, sciences et sociétés, humanité médicale, etc., qui permettent de progresser. Alors je pense que là, il faudrait essayer de sanctuariser les choses et que ça commence. Il y a quelques scientifiques qui sont au courant de ce qui se passe et c'est très grave parce que, par exemple, un des plus réveillés, c'est un cancérologue de Bordeaux qui me dit « Je ne peux pas avoir de crédit si je ne me plie pas aux règles sur le genre. On m'oblige à aller passer une semaine d'études sur le genre alors que je travaille contre le cancer. C'est quand même plus urgent. » Donc c'est là qu'il y aurait, semble-t-il, des choses à faire. Je pense qu'il y a aussi, mais il y aurait peut-être des actions possibles du côté des financements de tout cela, parce que beaucoup de ces projets sont financés par l'Europe,
par la région par la ville de Paris, plutôt, la région Île-de-France est un petit peu en retrait, par des fondations anglo-franco-américaines, etc. Il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez faire une thèse sur le genre, la race, etc., vous êtes sûr d'avoir de l'argent pour faire votre thèse, vous allez trouver un job ensuite, et vous allez publier, avoir des crédits, etc. Si vous faites une thèse sur la métaphysique d'Aristote, ça va être beaucoup plus compliqué en philosophie. Donc je crois que c'est effectivement... Alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Il y a aussi cette idée... Alors, qui est évidemment très radical, mais les bureaucraties de DEI, c'est quelque diversité, équité, inclusion, en tout cas la lutte contre les préjugés de genre, de race, etc. C'est des bureaucraties dont on pourrait peut-être se passer. Il me semble qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et à minima, la bonne chose, ce serait que l'on puisse garantir la liberté académique, que des enseignants puissent ne pas être d'accord. Or, ce n'est pas possible. Pour prendre un exemple, le colloque que nous avons organisé l'an dernier à la Sorbonne, avec les 100 à peu près résistants ou dissidents, je ne sais pas comment il faut s'appeler, aucune de nos universités, Paris 1, Paris 4, etc., n'a voulu donner de salle. C'est juste parce que le recteur, en l'occurrence le recteur qui était là du fait de Blanquer, nous a donné une salle à la Sorbonne, sinon on n'aurait jamais eu de salle à la Sorbonne. Et il y a des menaces contre quelquefois des gens qui viennent faire des conférences, Sylviana Gassinski, etc. Il faudrait que les présidents d'université garantissent ces libertés académiques. Le problème, c'est que le mode d'élection de ces présidents fait qu'ils dépendent beaucoup des militants étudiants, des syndicats comme Sud Éducation qui sont une catastrophe. Donc il y aurait des choses à faire pour rétablir déjà la liberté académique. Ce serait déjà pas mal. Mais je dirais que la situation dans les facs de lettres et sciences humaines est très avancée. En droit, ça commence, les attaques viennent de choses bizarres, par exemple les animaux, les animalistes qui veulent faire un droit de l'animal, ou les juristes pro-gender, les juristes la nouvelle mode, si je puis dire, c'est les violences gynécologiques et sexuelles, qui permettent effectivement d'attaquer là aussi la médecine directement. Donc je dirais assez pessimiste. Je pense qu'il faut que les gens soient au courant, que des politiques comme vous soient au courant et essayer de faire quelque chose. Je crois que c'est une très bonne chose. Mais je dirais qu'on est bien avancé. Alors, par ailleurs, il y aurait des choses peut-être à faire aussi dans le secondaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que des associations militantes de cet ordre... Bon, le planning familial, on l'a tous connu, on l'a tous apprécié, mais aujourd'hui, il enseigne que l'homme est enceint et que le pénis est un organe sexuel féminin. Je ne suis pas sûr que ce soit les mieux placés pour venir intervenir dans les classes ou des associations islamistes proches féministes qui interviennent dans les collèges. On a vu ça il y a quelques jours. Ce n'est pas une très bonne idée. Mille merci pour votre intervention et cette présentation très riche et très complète. Jean-Pierre Moreau, Centre des professions financières, Académie de comptabilité. Alors, sans imaginer un jour avoir à relancer une controverse, genre la controverse de Valladolid, pour savoir si l'homme blanc a une âme, une question plus pratique, un peu la suite de votre propos. Vous déterminez une géographie du wokisme. On peut faire une sociologie des wokistes, et vous commenciez à l'évoquer, mais il y a une géographie qui colle avec, vous évoquiez tout à l'heure le protestantisme, un certain nombre de choses. Quelles sont les autres les plus pénétrées aussi ? Oui, alors c'est vrai que d'une certaine manière, les pays... hors du monde occidental, et enfin avec l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc., il n'y a pas de woke. Le wokisme, ça n'existe pas. Et je vous dis, c'est tout à fait stupéfiant pour le monde extérieur. S'agissant du monde occidental, effectivement, les pays les plus touchés me semblent être effectivement les pays protestants, les pays anglo-saxons. C'est vrai que l'Italie et l'Espagne sont bizarrement encore un peu moins touchés pour l'instant. Et c'est une vraie énigme parce que... Alors, je pense que il y a un décalage plus important. Il y a peut-être le poids de certains schémas, non seulement de pensée, mais d'organisation sociale liés au catholicisme. La France est
est assez touchée. Alors, beaucoup de gens disent que la France est moins touchée et que, notamment, le fait que les universitaires soient titulaires, ne puissent pas être envoyés comme ça sur un simple demande, c'est quelque chose qui nous préserve un petit peu. J'en suis pas si sûr parce que la menace de mort sociale est une menace extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être comme moi, prof émérite, ou pas loin d'être prof émérite pour le précédent bouquin, pour oser dire ce qu'il pense. Mais effectivement, on voit aussi qu'il y a des préservatifs d'une certaine manière. Les enfants issus de familles on voit très bien que les adolescentes transgenres, c'est plutôt des jeunes filles plutôt bourgeoises, plutôt de gauche, plutôt sans problème à première vue, qui vont par ce choix du devenir transgenre devenir des victimes parfaites et des héroïnes de ce qu'on appelle chez eux la glitter family, la famille avec des paillettes, la famille choisie des trans, etc. Donc il y a effectivement, on pourrait faire une étude plus affinée, si je puis dire, d'un point de vue sociologique et professionnel, si je puis dire, de tout cela. Pierre Jox, magistrat de profession, j'ai eu comme Alain Richard quelques autres expériences. Monsieur, votre exposé passionnant, et le livre que j'ai commencé à feuilleter en vous écoutant, m'amène à vous poser 3 questions concernant la France où il y a des symptômes non pas d'une invasion, mais d'une apparition de ce genre de phénomène. Premièrement, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur pendant quelques années, j'ai été à plusieurs reprises interpellé sur le véritable scandale qui consistait à exiger des Français et des Françaises d'indiquer leur sexe pour avoir droit à une carte d'identité ou un passeport. Et donc l'identité ne pouvait pas se résumer à la déclaration d'un sexe et que par conséquent il fallait changer cela. Je n'ai pas affronté vraiment cette difficulté juridique, mais elle est apparue dans un autre domaine. Quand pendant le même temps, j'étais pendant une certaine période adjoint socialiste, d'un maire socialiste d'une petite ville moyenne, où il y avait une politique sociale du logement qui consistait à trier très soigneusement les gens que l'on logeait dans la ZUP pour ne jamais mettre une cage d'escalier où il n'y a que des Maghrébins et surtout pas que des Algériens ou des Tunisiens, mais mélanger tout cela et y compris tenir compte des autres origines étrangères pour parsemer la ZUP, c'est-à-dire des logements sociaux dont la mairie était maîtresse de l'affectation à telle ou telle famille. Et il y a eu un mouvement à l'intérieur, non pas de la municipalité, mais de la commune en question, disant c'est inacceptable de trier les gens en fonction de les affecter, etc. Troisièmement, j'ai reçu récemment, comme vous tous sans doute, un premier courrier administratif qui peut-être s'inspire de la philosophie que vous décrivez. Certains documents administratifs français aujourd'hui ne disent plus, comme autrefois, Madame, Monsieur, mais bonjour. Quand vous recevez un document administratif qui dit bonjour, vous êtes rassuré, on vous souhaite une bonne journée, et vous êtes rassuré parce qu'on ne vous attribue pas ni un genre, ni un sexe, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 petits phénomènes? Oui. L'un ancien, la carte d'identité, l'autre plus récent, comment attribuer les logements sociaux, et le troisième tout à fait récent, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ni monsieur ni madame, ni surtout mademoiselle, mais bonjour. Et je ne dirais pas quelle est l'administration qui vous demande ainsi, mais disons qu'elle contribue à lever l'impôt. Oui, j'ai reçu ce courrier moi aussi. Et effectivement, bon, c'est une tendance lourde, hein, beaucoup dans les chemins de fer, etc., dans les avions, il y a beaucoup d'endroits où on dit cher voyageur, ou cher .e.s, etc., ou bonjour, effectivement, ou bon voyage, etc., plutôt que de parler à quelqu'un en particulier. Bon, le problème, c'est que si on veut vraiment être inclusif, il faudrait rajouter toute une série de catégories. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter il y aurait le masculin, du féminin, du neutre, du gender fluide, etc. Et on voit là vite les limites de ces écritures inclusives qui demanderaient à ce moment-là de créer des catégories à l'infini. S'agissant des communautés, etc., moi je pense que en bonne logique républicaine, les communautés, il n'y en a pas. Moi je pense que je ne fais partie d'aucune famille, comme on dit quelquefois.
que les maires, que les députés essaient de faire ça avec répartir les gens avec beaucoup de taxes, etc. C'est une bonne idée, mais moi je ne suis jamais, en tout cas comme enseignant, je n'ai jamais considéré la couleur de peau de mes élèves, et ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Alors qu'il faudrait que je la considère pour me dire s'il est en master 2 et que il est noir, issu d'un quartier défavorisé. Je vais faire plus pour lui. Peut-être fais-je plus pour lui, mais parce que juste, il est issu d'un quartier défavorisé, etc. Alors, pour ce qui est de l'indication de sexe sur les cartes, alors c'est quelque chose qui est très fluctuant. Hein. Désormais, il est possible effectivement de changer de sexe à l'état civil sans faire mention sans avoir besoin d'un certificat médical, au nom du respect de la sphère privée. C'est comme ça que la CEDH a accepté cela. Le problème, c'est qu'effectivement, si la prochaine étape, c'est ce que font déjà les Allemands, c'est de dire oui, alors on peut changer de sexe à l'état civil, mais pas plus d'une fois par an, parce qu'effectivement, on pourrait très bien le faire tous les mois. Hein, pourquoi pas alors, ça risque d'obstruer les choses. Et il y a une demande qui est plus radicale, c'est celle de sexe neutre. Et pour l'instant, il y a eu une décision il y a quelques jours, justement de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit ça, on ne le fait pas. La question, c'est une question de voir comment fonctionne notre système. Si on accepte un sexe neutre, comment va-t-on faire pour les questions de parité? Comment va-t-on faire pour toute une série de problèmes juridiques qui y sont liés? Moi, il me semble que effectivement, cette idée-là est une idée qui est assez absurde, mais en même temps, je comprends assez d'où ça vient. C'est-à-dire que si vous prétendez, si moi je prétends que je suis une femme, ça va être un petit peu vous serez un peu dubitatif. Donc j'ai besoin que vous me disiez, Madame. Si vous ne me dites pas Madame, je vais me dire peut-être que je suis pas une femme. Et j'ai vu ça dans un débat justement avec quelqu'un qui, entre le moment où il a accepté le débat et le moment où le débat a eu lieu, a changé de genre. C'était assez compliqué. Donc c'est une vraie question. Si on veut et c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que si on veut être fluide, on devrait justement se moquer de ces choses-là. Et effectivement, on ne veut pas être fluide, on veut faire partie d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle famille, d'un nouveau groupe. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui est très étonnant, cette idée de genre fluide. On peut se dire, c'est super, c'est le comble de la société liquide, de la société mouvante. Non, c'est une société qui s'enferme dans des catégories nouvelles, effectivement, transgenres, non-binaires, eunuques, etc. Roger Chudeau, député. Monsieur le professeur, je voulais vous remercier pour la clarté biblique de votre exposé. Vous nous invitez à réagir, et nous avons commencé à réagir. Mon groupe politique, le Rassemblement national, a réagi, par exemple, en créant un groupe spécifique au Parlement de Bruxelles et à l'Assemblée nationale pour lutter contre le wokisme. J'ai moi-même déposé une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive à l'université et dans les actes administratifs et commerciaux. Et nous allons prochainement interpeller le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il supprime la circulaire Blanquer sur le choix du genre pour les collégiens, qui est toujours en vigueur. Mais je voudrais vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que l'université, pourquoi est-ce que les professeurs d'université, dont vous êtes un éminent représentant, ne se structurent pas eux aussi pour réagir au sein de l'université en un groupe d'action qui combattrait, comme vous le faites, mais de manière plus structurée, le wokisme qui est un danger mortel pour notre civilisation. Je voudrais aussi vous dire que, je voudrais aussi vous inviter à prononcer une conférence devant notre groupe à l'Assemblée nationale. Je vais me rapprocher de votre secrétariat pour essayer d'arranger ça, bien sûr. Et j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Quelle est la position des églises de France par rapport au wokisme? Êtes-vous informé de cela? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques indications, s'il vous plaît? Merci. Bien, alors il y a plusieurs questions. Je pense que il y a un certain nombre d'universitaires qui se sont réunis dans un groupe qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme, mais c'est vrai que nous ne sommes pas extrêmement nombreux parce qu'il y a la menace non seulement de mort sociale, mais d'être accusé de transphobie, racisme, etc. Et beaucoup de gens n'osent pas parler. Moi, il me semble qu'il est nécessaire de parler. On ne risque pas grand-chose, c'est ce que dit une de mes collègues, Nathalie Hennig. On devrait au contraire se servir du fait que l'on ne peut pas être renvoyé de son boulot pour prendre la parole. Et beaucoup d'universitaires, par exemple américains, comptent un petit peu sur nous pour essayer de prendre l'initiative de ce genre de choses. Alors, donc il y a une organisation de ce point de vue-là, mais je vous dis, c'est
nous sommes quand même assez minoritaires. Hein. Bon, ce qui est absurde, parce que je vous dis, ce n'est pas une doctrine de gauche, républicaine, progressiste, c'est tout le contraire, hein, il me semble. C'est pour ça que j'ai cité quelques contre-révolutionnaires. C'est exactement la même chose. Alors, s'agissant des églises, je dirais que les réactions, à mon avis, sont assez positives, puisqu'il y a beaucoup de représentants d'églises, etc., qui me demandent des conférences, qui me contactent. Il y a en revanche, pas beaucoup de réactions de la religion de la communauté musulmane. Peut-être parce que je pense qu'ils ont une vision extrêmement négative, justement, enfin, que pour eux, peut-être ces délires woke sont symptomatiques de l'état de fatigue, si je puis dire, de notre civilisation. Oui. Raphaël Hadas-Lebel, membre honoraire du Conseil d'État. Un des phénomènes les plus préoccupants dans ce que vous avez dit, c'est que ce phénomène est passé de l'université vers l'entreprise. Et vous avez dit, effectivement, en particulier aux États-Unis, dans les GAFAM, la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines par les DRH s'inspire de ces principes. Est-ce que vous pouvez faire une analyse un peu de l'état du rapport des forces dans ce domaine aux États-Unis? Et est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, lié à l'enseignement dans nos business schools en France, si ce phénomène se développe également vers des entreprises françaises? Oui, alors je n'ai pas voulu entrer dans le détail, ce n'est pas ma spécialité. Il y a un livre tout à fait intéressant d'une amie, Anne de Guigné, qui a fait un livre sur le capitalisme woke, où elle montre comment les entreprises françaises suivent ou d'une certaine manière, essayer de freiner un petit peu dans ce domaine. Il me semble que effectivement, par la formation, par le fait que beaucoup d'entreprises ont leur siège et leurs organisations principales aux États-Unis, il y a une pression dans ce sens. Et effectivement, il est difficile aussi là moi, j'ai des amis de mes enfants qui m'ont dit, bon, je suis d'accord avec toi, mais dans ma grosse entreprise américaine, si je dis ça, je suis mort. Hein. Donc il y a ce point-là. Je pense qu'aussi, on voit qu'il y a une espèce de lutte aux États-Unis, par exemple, on voit l'exemple de Disney, par exemple. Disney, qui est une entreprise extrêmement woke. Il y a des vidéos qui ont fuité qui sont tout à fait étonnantes, que je cite dans mon livre, où on voit des militants enthousiastes hein, pour faire de la propagande woke. Il y a eu des mouvements de boycott, de critiques. On voit aussi, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk qui s'en prend au woke. Donc, il me semble que les choses ne sont pas jouées. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une pression de ce point de vue-là. Et je vous dis, le livre de Anne de Guigné est vraiment une référence très intéressante. Claudine Cohen, EHESS. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire à partir de cet exposé très riche. La question que je voulais poser quand même, c'est la question politique. Tu as critiqué donc, toutes ces théories, toutes ces valeurs du wokisme au nom des Lumières. Et puis, tu as finalement dit que certains courants politiques reprenaient cette critique. Tu as parlé de DeSantis, tu as parlé de Trump. Est-ce que c'est vraiment des défenseurs des idéaux des Lumières? Et comment se situe la question politique par rapport à la critique du wokisme dont tu as dit que ce n'était pas une position de gauche? Voilà. Est-ce que tu peux clarifier cette... Oui, je comprends tout à fait ta question. Effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une espèce de montée aux extrêmes des deux côtés. C'est-à-dire que plus les woke se radicalisent, plus les réponses sont celles de personnages très, très marqués, très à droite. Moi, il me semble que la question... Alors effectivement... j'emploie le mot woke et j'ai cité DeSantis, c'est pas bon pour moi, hein, parce qu'on va dire, il a tourné mal, Bronstein, il est en plein délire. Moi, il me semble que la question n'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question de réalité ou fiction, de science ou émotion, etc. Il me semble que c'est là-dessus qu'il faut décider. Et je crois que de ce point de vue-là, si on craint d'être traité de trumpiste ou autre, on ne va rien faire. Et il me semble que c'est ça qui bloque en partie les universitaires. Ils ont peur, en disant par exemple qu'ils apprécient mon livre, d'être traités de trumpistes, de santis, etc. Moi, ce n'est pas mon problème. Je pense que l'heure est assez grave pour qu'on ne se pose plus cette question de droite et de gauche et qu'on se pose juste la question science ou irrationalité,
vérité ou science de point de vue situé, etc. Il me semble que c'est ça la question. Alors, bien sûr, effectivement, et c'est ça qui est très, très dommageable, c'est qu'il y a une espèce de polarisation aux deux extrêmes, hein, d'une certaine manière. Attendez une seconde. Ah oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous présentez, s'il vous plaît, même Jacques si tout le Toubon, monde vous pardon. connaît. Excusez-moi, ancien, entre autres, défenseur des droits. Et qu'est-ce qu'on fait dans la société vraie, c'est-à-dire en dehors d'ici, des personnes qui ne réussissent pas ou qu'on empêche de bénéficier d'un des trois éléments de la devise républicaine, l'égalité. Universaliste, je le suis, républicain complètement. J'aborde le communautarisme, j'écris contre l'identitarisme, mais je sais que dans les agences de l'emploi, il y a environ 25% des personnes qui font des demandes et qui n'aboutissent pas parce qu'elles sont, d'une manière ou d'une autre, différentes, d'une certaine couleur, d'un certain âge, d'un sexe, d'une région, par exemple banlieue au lieu de centre-ville. Pour ces 25%, et la question est la même pour le logement social, elle est la même pour des tas d'autres questions où sont prises des décisions publiques par des collectivités locales ou par l'État, on a inventé, il y a déjà très longtemps, un certain nombre de mesures légales ou constitutionnelles. Et la première d'entre elles, ça a été la parité dans la Constitution, entre hommes et femmes. Puis ensuite, toute une série de mesures, et j'ai pendant 6 ans exercé une fonction qui consistait entre autres à lutter contre les discriminations en faisant en sorte que dans les agences de l'emploi, ceux qui sont noirs, femmes, etc., aient les mêmes chances de voir leurs demandes prises en considération que les autres. Alors, qu'est-ce que vous faites pour continuer à lutter contre les discriminations, si vous pensez comme moi qu'il faut le faire au nom de la République, de l'égalité et de l'universalité? C'est une question évidemment de fond et c'est tout à fait intéressant. Moi, il me semble que de ce point de vue-là, insister à l'excès sur les différences, c'est quelque chose qui enferme les gens dans une position de victime. Et ce n'est pas, me semble-t-il, ce qu'ils souhaitent en général. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des moyens d'accompagner les plus méritants, par exemple avec des bourses au mérite, par exemple avec des internats d'excellence, etc., s'agissant de l'éducation. Il est évident aussi que dans les universités, il devrait y avoir des bourses au mérite et plus importantes pour ceux qui en ont besoin. En revanche, l'idée que si on est de telle ou telle catégorie, on a droit plus ou moins à une discrimination positive, je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne idée, d'autant que ça introduit, me semble-t-il, une suspicion sur ceux qui réussissent issus de ces communautés. En tout cas, moi, je suis très étonné de voir qu'aux États-Unis, ce sont les militants, les universitaires, les parents noirs, qui sont les plus hostiles à ces doctrines de théorie critique de la race, c'est-à-dire avec une discrimination inversée. Il me semble que ce n'est peut-être pas la bonne solution. En revanche, bon, je vous ai dit que je ne tenais aucun compte des couleurs de peau, mais évidemment, je tenais compte quand je faisais des cours des jeunes qui avaient plus de difficultés, qui venaient d'autres milieux, et je pouvais leur donner des conseils en plus, les aider dans leur choix universitaire, etc. Je pense que tout le monde essaie de le faire. Le faire d'une manière, je dirais, systématique, c'est une vraie question. Moi,
L'idée, par exemple, dans d'autres cas, dans le comité d'éthique, l'idée qu'il y ait des familles spirituelles aussi en France, non, la France n'est pas constituée de familles, elle n'est pas constituée de communautés. Je pense qu'il faut, au contraire, face à ce militantisme communautariste, identitariste, il me semble qu'il faut revenir à l'universel. C'est la seule solution. Alors c'est peut-être un vœu pieux, mais il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je peux me permettre de poser à mon tour une question, je trouve qu'il y a un paradoxe. Si on compare la question des transgenres, ou la question du genre, et la question de la race, c'est-à-dire que s'agissant des genres, les woke nous reprochent de voir une différence qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que toi et moi, on pense qu'entre un homme et une femme, il y a en gros des différences qu'ils ne voient pas. Et s'agissant de la race, c'est l'inverse. Ils nous reprochent de ne pas voir une différence qu'ils voient. Et de ce point de vue, je trouve qu'on se rassure un peu vite en focalisant le débat sur la question des genres, parce que sur la question raciale, les woke ont de bien meilleurs arguments à faire valoir. C'est-à-dire, quand tu dis « je ne fais aucune différence entre un noir et un blanc », ils te disent « ça prouve bien que tu es blanc ». Parce que eux, qui sont noirs ou arabes ou autres, la différence, on la leur rappelle tous les jours, parce qu'ils sont racisés. Et donc, quand on dit le discours universaliste basique que j'ai tenu comme toi et que je continue à tenir, je ne fais aucune différence selon la couleur de peau, ils vous répondent tu es colorblind, aveugle aux couleurs. Alors qu'on pourrait leur reprocher qu'ils sont genderblind, aveugles à la différence sexuelle. Donc d'abord, est-ce que tu peux m'éclairer sur ce paradoxe ? Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce d'inversion du débat selon qu'on passe de la question des races à la question des genres et réciproquement ? Et est-ce que tu ne crois pas malgré tout qu'il faut prendre acte du fait que être aveugle aux couleurs, c'est effectivement malgré tout une façon un peu confortable d'être universaliste ? Oui, tu mets le doigt sur effectivement la principale contradiction qu'il y a dans le discours des woke, parce qu'effectivement, à première vue, on se dit, d'un côté, genre, ça veut dire tout est culture, on peut choisir exactement ce que l'on veut, et de l'autre côté, race, tout est nature, on ne peut pas se sortir de sa race. C'est très bien illustré par le débat, il y a un militant woke qui a fait un énorme bouquin là-dessus, sur la question des transgenres et des transraces. Transgenre, c'est très encouragé, c'est quelque chose qui est très positif. Transrace, c'est tout à fait interdit. Il y a eu une jeune femme blanche qui s'est fait passer pendant un moment pour noire et qui a dirigé l'association pour l'avancement des gens de couleur. Ça, c'était tout à fait choquant. Et à mon avis, cela s'explique par le fait qu'il ne voit pas ça en termes de nature, culture, etc. Il voit ça en termes de groupe. Hein. Et il s'agit donc de rejoindre soit le groupe des trans, la famille des trans, soit de retrouver, de se renforcer dans sa communauté d'origine. Et il y a un autre aspect qui fait qu'on ne peut pas être transrace, c'est, disent-ils, parce que transgenre, ça ne change rien, si je puis dire, du point de vue social, alors que transrace, ça va détruire la race, enfin transrace de blanc à noir, ça veut dire qu'on s'attaque au peuple noir, à la conscience noire, etc. Et donc il y a effectivement, c'est la vraie question, effectivement, est-ce que le transgenre, c'est pas quelque chose d'individualiste, tout culturel, etc., et le transrace, ce serait tout racial? Non, c'est en fait, tout ça est communautaire, tout est l'idée d'une communauté. Et de ce point de vue-là, alors, l'idée de ne pas prêter attention à la couleur, oui, mais effectivement, je pense que c'est pas une question, il n'y a pas que les blancs qui ne font pas attention à la couleur, les noirs aussi ne veulent pas qu'on fasse attention à la couleur, ils veulent justement que l'on arrive, qu'ils puissent accéder aux mêmes universités, aux mêmes parcours que les autres. Mais tu as tout à fait raison, alors, c'est pour ça que je dis c'est simple, mais c'est un petit peu incohérent d'une certaine manière, parce qu'il y a d'un côté cette espèce de promesse transhumaniste, et d'un autre côté, il y a cette espèce de régression à la théorie des races. Et effectivement, c'est ça qui est très étrange. C'est pour ça que j'ai surtout parlé d'ailleurs des transgenres, parce qu'il me semble que c'est ça le plus intéressant. La question de la race, au fond, c'est une vieille histoire. Certains disent qu'il y a un bouquin qui s'appelle Race Marxism, l'idée que cette théorie critique de la race est purement marxiste. C'est pas tout à fait faux, effectivement. Oui, vous m'entendez ? Oui.
Donc Bernard Piètre, professeur de philosophie. Je connais. Oui. Alors, oui, vous avez parlé de l'universel, et je crois que la question... alors là, c'est une question philosophique et politique, est centrale. Le problème, et c'est une question que j'adresse à Jean-François, est-ce qu'on peut simplement défendre l'universalisme au nom des Lumières? Il n'est pas complètement faux que l'universalisme que défend l'Occident a un aspect ethnocentrique. Comme disait Judith Butler, qui n'est pas un auteur que j'apprécie beaucoup, mais bon, qui a beaucoup d'influence, comme vous savez, qui disait que l'universalisme, c'est un provincialisme. Et même, tu as dit à un moment, Jean-François, il s'agit des fondements de la civilisation occidentale. Or, si on dit cela, peut-être qu'on défend un communautarisme. Et là, je rejoins la question politique qui a été posée quelques questions avant. C'est-à-dire qu'en ce moment, le wokisme, en France en tout cas, fait le délice de l'extrême droite. Voilà, Zemmour, Michel Onfray, je pourrais en citer. Et c'est malheureusement la gauche, NUPES, Sandrine Rousseau, qui donne dans le wokisme. Et donc, en tout cas, personnellement, je n'adhère pas à des idées du Rassemblement national ou de Zemmour, qui tentent d'affirmer l'identité française contre les étrangers qui viendraient nous envahir, nous remplacer, etc., et qui défendent des idées qui sont en fait, au nom de l'universalisme républicain et de la laïcité, qui sont anti-universalistes. Et donc là, il y a un problème philosophique assez profond. Voilà, c'est une question en tout cas que je te pose. Merci. Oui, c'est une question toute simple, mais qui est très compliquée. En fait, cette question de l'universalisme, c'est un universalisme conçu comme un idéal, c'est-à-dire un idéal qui est ouvert à tous, c'est-à-dire que quiconque veut se saisir de cet idéal peut le faire. Et le fait qu'il y ait des ratés, que ça ne marche pas si bien que ça, qu'il y ait effectivement des laissés pour compte de l'universalisme, il me semble que ce n'est pas une raison pour l'abandonner. C'est une idée, il y a le livre fameux de Nicolet sur l'idée républicaine en France, qui expliquait très bien que la République, c'est un idéal, ce n'est pas un fait. Et il me semble que de ce point de vue-là, notre universalisme, alors il se trouve que c'est l'universalisme occidental, mais a une espèce de puissance, me semble-t-il, d'émancipation et de propagation. Mais tu as tout à fait raison, c'est effectivement quelque chose que peu de gens défendent désormais à gauche parce qu'ils se disent c'est un truc de blanc, hein, c'est un truc de raciste, etc. Moi, je ne sais pas à qui ça appartient. En tout cas, pour ma part, il me semble que c'est quelque chose qui permet de rassembler plus que d'autres doctrines face auxquelles on est affronté. D'autant que, même si c'est un peu là aussi old school, la rationalité, c'est quelque chose qui me semble fonctionner. La science, ça existe. Alors bon, il y a des mythes maoris qui sont passionnants, mais ce n'est pas de la science. Il faut que chaque domaine, disons, soit séparé. Mais je suis tout à fait sensible à ce que tu dis, c'est-à-dire l'idée que finalement, si les universitaires, en tant qu'héritiers des Lumières, en un certain sens, ne font rien, d'autres vont s'en occuper. Pardon. Bernard Fialaire, donc sénateur radical, donc d'inspiration d'Alain et sur l'individualisme. Mais en revanche, je voudrais avoir des explications sur votre philosophie du nous que vous opposez aux individus, parce que je suis aussi humaniste et je lis Camus et je me révolte, donc nous sommes. Est-ce que vous mettriez à ce moment-là Camus dans les aspirateurs du wokisme? Je parle sous le contrôle d'André Comte-Sponville pour que vous puissiez m'éclairer. Non, la philosophie du nous, moi je ne m'en réclame pas du tout. L'idée c'était effectivement de montrer que, je suis passé un peu vite, je m'en excuse, que des philosophes comme de Bonald, un des grands penseurs contre-révolutionnaires, expliquent que l'origine de tous nos maux, il écrit après la Révolution française, c'est la philosophie du moi, la philosophie de la conscience indépendante, etc. Et lui, il prône un retour à la philosophie du nous, c'est-à-dire philosophie du langage qui nous lie, etc. Mais justement, je citais cela pour dire que, au fond, l'individualisme
au sens républicain, l'autonomie individuelle qui permet de se choisir telle ou plusieurs identités ou des identités mixtes d'une certaine manière, c'est le cœur, me semble-t-il, de la République et de la philosophie d'Alain en particulier. Bonjour. J'ajouterais juste un mot, tout dépend de quel nous on parle. Si c'est nous les humains, je me révolte, donc nous sommes, Camus, ça n'est qu'une forme d'humanisme, universaliste. Si c'est nous les noirs, nous les blancs, nous les trans, nous les hétéros, nous les homos, c'est une forme de communautarisme. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Anne-Françoise Berton, je fais du conseil en innovation dans la santé. J'ai une question sur les mesures de lutte qu'on a assez peu évoquées. Vous avez parlé de l'éternité et du pouvoir des réseaux sociaux qui fait que les gens peinent à se mobiliser, en particulier les experts. Je suis frappée moi-même par ce qui se passe dans le mouvement des anti-vax et je constate que tous ceux qui veulent démonter un petit peu les propos anti-vax sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn se voient fermer leur compte par LinkedIn au motif de la protection de nos individualités contre les menaces qui circulent. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer de façon pratique, de façon à ce que justement les réseaux sociaux ne soient pas un lieu de pouvoir pour finalement effacer la possible contestation de ceux qui connaissent le sujet au profit de ceux qui disent, excusez-moi, n'importe quoi, mais qui finalement réussissent, parce que le droit le permet, à faire taire les autres. Oui, alors là, c'est une question extrêmement compliquée sur laquelle je suis peut-être pas le plus compétent. Il me semble qu'évidemment, dans les réseaux sociaux, il y a une prime à la polémique, prime au clash, etc. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Vous me dites qu'il y a eu pas mal d'insultes sur l'annonce du... Bon, bah c'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, la difficulté, c'est que ça dure pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli sur les réseaux sociaux. C'est ça la question principale. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on s'insulte, il arrive qu'on ait des conflits, mais ça disparaît. Les réseaux sociaux, ça reste toujours. Et par ailleurs, évidemment, il y a aussi l'absence de garantie, de validation. C'est-à-dire que tout se vaut. Tous les points de vue se valent et maintenant n'importe qui a son point de vue sur les vaccins, sur la physique quantique, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait réguler. Alors il semblerait que les tentatives de régulation européenne vont plutôt dans le bon sens, m'a-t-on dit, mais je dirais que la bonne chose, c'est surtout d'arrêter les réseaux sociaux. Par exemple, on a vu que certains jeunes qui étaient dans des obsessions autour du genre, etc., lorsqu'on leur fait arrêter les smartphones, etc., les choses s'améliorent quelquefois. Donc il faut essayer d'en rester à l'écart, mais facile à dire. Enfin, c'est pas... Oui. Gérard Inger, vice-président du CRIF, publicitaire, historien, etc. Parmi les métastases dont parlait Alain Richard tout à l'heure, il y a la presse. Et moi, je suis frappé à la lecture d'un grand quotidien du soir, pour ne pas le nommer. Les pages de débat et autres sont remplies de théories woke sans qu'il y ait de contrepartie. Ces théories se développent sans que d'autres puissent y répondre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Deuxièmement, est-ce que parmi les woke, il n'y a pas, en ce qui concerne la race, une confusion grave entre origine et identité, qui me paraît un point important? Cela n'empêche pas l'ethnocentrisme d'exister et le wokisme apporte une réponse qui n'est pas la mienne, mais ça existe. La phrase de Nicolas Sarkozy, l'Afrique n'a pas d'histoire, ou bien l'attitude des historiens européens qui négligent l'histoire vue par les habitants de l'Inde ou de l'Amérique du Sud ou de la Chine, ça existe aussi, ou du moins ça a existé pendant très très longtemps et ça persiste encore. Oui, alors, s'agissant de la presse, il est évident qu'il y a une polarisation de plus en plus grande, et j'ai pu le constater. Mon précédent livre avait été
repris dans un peu toute la presse. Celui-ci, il n'y a eu aucune mention, sauf d'un ami, Roger Paul Droit, qui est le plus ancien du monde, qui a pu faire un papier positif. Mais grosso modo, effectivement, on ne veut plus nous entendre. Enfin, on ne veut plus avoir des points de vue différents. Et c'est très impressionnant lorsqu'on lit Libé, Le Monde, etc. On voit bien qu'il y a l'Obs, il n'y a plus du tout d'autres points de vue. C'est très, très étonnant. Et ça tient à la radicalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, si on me traite de transphobe, pourquoi me donner la parole? C'est pas possible. Donc c'est vrai que les médias sont de ce point de vue-là très, très touchés. Alors on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis, où par exemple, effectivement, Barry Weiss, ancienne journaliste au New York Times, a quitté le New York Times et a créé tout un réseau sur Substack, où de très bons journalistes font des papiers passionnants et qui ont énormément maintenant d'abonnés, parce qu'il y a un point de vue différent. Donc je pense qu'il y a d'autres choses qui se créent à côté, effectivement. Alors dans les maisons d'édition, c'est pareil. Un patron de maison d'édition avec qui on parlait de Rowling, les gens qui voulaient, les jeunes employés de la maison d'édition qui ne voulaient pas publier Rowling, bon, le patron a imposé quand même, on ne perd pas quelqu'un comme Rowling, mais me disait-il, bientôt ces jeunes-là préféreront ne pas éditer Rowling. Mais à ce moment-là, d'autres maisons d'édition vont se créer, c'est-à-dire qu'il y a d'autres systèmes qui se créent à côté, ou pour les universités, il y a des tentatives en ce moment de créer des universités alternatives d'une certaine manière. Alors pour ce qui est d'un point de vue plus intelligent, plus complet sur la race, bien sûr, et je pense que de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire qu'il faut moins d'histoire, il faut plus d'histoire. Il faut plus d'histoire justement de l'extérieur de l'Europe aussi, mais il faut effectivement une histoire globale. Et donc de ce point de vue-là, on sait ce qui s'est passé il y a déjà plus d'une dizaine d'années avec Olivier Pétré-Gournouillot, qui a fait un livre passionnant sur les traites négrières, qui a été complètement blacklisté, interdit, parce qu'il n'avait pas parlé de la seule traite qui soit valable, la traite occidentale. Donc il faut essayer effectivement d'avoir une vision plus globale. Je dirais que tout ça prolifère, si je puis dire, sur un fond d'inculture. C'est-à-dire que l'effondrement de l'éducation nationale est le vrai problème. C'est-à-dire que pour qu'on puisse croire que Colbert, Voltaire, Hugo peuvent être annulés simplement parce qu'ils ont eu une phrase malheureuse, c'est qu'on n'a jamais étudié Voltaire, Hugo, Colbert, etc., l'histoire. Alain Granger-Cabane, président de l'école alsacienne. Merci, monsieur le professeur. Vous nous avez quand même dressé un avenir assez sombre. Je reprends une idéologie pessimiste, une idéologie sans pardon, une idéologie sans avenir radieux. Alors, je vous pose une simple question que j'adresse peut-être aussi à monsieur Comte-Sponville. Est-ce que dans l'histoire des idées, est-ce que dans les philosophies, il n'y a jamais eu un avenir pour des idéologies aussi sombres, aussi noires, aussi pessimistes? Est-ce que c'est possible que ça gagne? Ou est-ce qu'au total, ce n'est pas le souci d'un avenir radieux qui l'emporte toujours in fine? Merci. Oui, alors bon, c'est clair que je suis désolé, le matin, c'est pas très agréable d'avoir ce genre de perspective pour la journée, mais je pense qu'effectivement, il y a ce refus d'un avenir radieux. On voit aussi, il y a bien d'autres signaux qui sont assez inquiétants. La question de l'éco-anxiété qui frappe de manière très importante la jeunesse, la baisse impressionnante de la démographie, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, est-ce que ça a déjà existé dans l'histoire? Bon, il y a un livre très passionnant de Norman Cohn qui s'appelle Les prophètes de l'Apocalypse, qui raconte l'histoire des sectes apocalyptiques à la fin du Moyen-Âge, etc. Je pense que ça a déjà existé dans l'histoire de l'humanité. En revanche, il y a longtemps que ça n'avait pas, me semble-t-il, frappé, touché notre pays, en tout cas, enfin, ou nos cultures. Mais André a peut-être d'autres... Bonjour, Tino Morganti, collaborateur parlementaire. C'était un petit peu la même question. Je me demandais si dans l'idéologie woke, il n'y avait pas la mort du wokisme déjà intégrée, dans la mesure où le wokisme a besoin de logique pour démontrer qu'il y a un système, a besoin des mathématiques simplement pour aussi avoir pour comptabiliser la victimisation.
pour faire on a besoin de quantité, etc. Donc je me demandais si le wokisme n'allait pas être non pas une religion, mais une hérésie, suivie d'autres hérésies, et si on n'allait pas assister à je sais pas, 10-20 ans de plusieurs hérésies, dont le wokisme serait la première, mais qui ne peut pas tenir dans la durée. C'était un petit peu la même question. Oui, c'est l'hypothèse optimiste, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, il faut bien qu'il y ait des avions qui circulent, des hôpitaux qui fonctionnent, etc. C'est pas si simple que ça, parce que on voit que c'est une doctrine extrêmement puissante et qui fait que, je vous dis, certains biologistes choisissent d'arrêter de faire de la biologie au sens habituel. L'exemple, je dirais, le plus frappant, c'est celui de Kleinerman, dont je parlais, ce mathématicien roumain, qui dit que effectivement, on l'empêche de faire des mathématiques et que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'étudiants chinois qui étaient aux États-Unis jusque-là repartent ensuite en Chine pour finir leurs études en Chine, et que beaucoup de même, dit-il, de mathématiciens américains vont en Chine pour travailler tranquillement, faire des mathématiques tranquillement. Donc on peut se dire que d'une certaine manière, si la science s'arrête en Occident, pourquoi pas, c'est une hypothèse extrêmement pessimiste, mais ça peut continuer ailleurs. Moi, il me semble que les smartphones seront toujours fabriqués quelque part, mais les woke peuvent refuser d'y toucher, ou en tout cas de participer à leur construction, etc. Donc moi je pense que c'est ça qui est à mon avis très compliqué, c'est parce que c'est une croyance qu'elle ne peut pas nécessairement être démentie par les faits. C'est-à-dire que on peut très bien se dire que, d'abord on peut renoncer autant que faire se peut au progrès technologique, etc. Et puis sinon on peut faire en sorte que ce progrès technologique soit externalisé d'une certaine manière. Donc je ne suis pas sûr que ça puisse disparaître comme ça. Oui, bonjour, Annie Fitoussi, avocate honoraire. Je voulais vous demander si vous n'y voyez pas un lien entre le wokisme et l'évolution de la notion de procréation. Puisque maintenant, ce n'est pas uniquement la femme, ou telle qu'on concevait la procréation antérieurement. Il y a eu beaucoup de progrès médicaux qui ont été faits et qui ont généré peut-être aussi un droit à l'enfant et une évolution de la notion de famille, puisque maintenant on arrive à parler de papa 1, papa 2, etc. Voyez-vous, ou maman 1, ou maman 2, enfin bref, voyez-vous un lien entre ces notions-là et le wokisme, s'il vous plaît ? Oui, alors Jean-François, ça sera ta dernière réponse. Donc profite-en pour conclure. D'accord. Alors je pense que de ce point de vue-là, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement depuis quelque temps, la procréation est devenue une affaire en partie technique, peut-être entièrement technique, d'une certaine manière, peut se faire d'une manière tout à fait artificielle. C'est l'hypothèse d'ailleurs d'une psychanalyste, Monette Vacquin, qui a écrit sur Frankenstein, etc. Et sur c'est la première génération issue de parents qui ont connu les fécondations artificielles, etc. Et donc l'idée que le corps n'est pas absolument essentiel et qu'on pourrait très bien être homme et enceint, c'est pas exclu que ça puisse finir par se faire en greffant des utérus, des choses comme ça. C'est vrai que ça déréalise d'une certaine manière les choses et ça rend le monde réel, celui effectivement où il y a des hommes et des femmes, une possibilité, ça devient une possibilité, mais pas la seule d'une certaine manière. C'est ça qui est très étonnant. Et on voit qu'effectivement ici, le progrès technique radical, les FIV, les FIVET, la PMA, la GPA, etc., va conduire effectivement à des changements culturels ou philosophiques tout à fait étonnants. Et on sort effectivement du monde réel ici pour aller dans un monde où tout cela peut être fabriqué. Je pense que cette idée, je dirais que les technologies de pointe sont des technologies qui, d'une certaine manière, nous font perdre de vue le monde réel. Il y a ce que le philosophe américain Matthew Crawford appelle une guerre à la réalité qui est présente chez tous ces auteurs. L'idée que la réalité, c'est un truc dépassé et que maintenant, on peut faire toutes sortes de choses. Et donc, je crois que l'exemple de la procréation est un des exemples. La place
important dans l'imaginaire de ces procréations artificielles fait peut-être qu'effectivement, on se pose des questions sur la manière traditionnelle de faire des enfants, qui serait d'une certaine manière, périmée. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc, pour conclure, je dirais que ce qui me semble tout à fait étonnant, c'est ça qui fait que je suis un petit peu inquiet, vous l'avez constaté, c'est que c'est une idéologie ou une religion d'universitaire, si je puis dire, qui est un petit peu aberrante, mais c'est pas la première fois qu'il y a des choses aberrantes dans les universités. En revanche, ce qui me semble plus inquiétant, c'est qu'elle est assez raccord, si je puis dire, elle est à l'unisson d'un mouvement de déréalisation du monde, qui est le mouvement que promeuvent d'une certaine manière les GAFAM, qui effectivement, bon, je cite dans le livre André Essen, qui est un des théoriciens du monde virtuel, qui dit... les gens croient que ça ne va pas marcher, mais en fait, 90% des gens ont une vie misérable. Si on leur propose une vie merveilleuse sur Internet, avec les plus belles plages, les plus beaux monuments, les plus belles filles, etc., ils vont choisir et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et il ajoute, et si vous me dites pourquoi ne pas plutôt améliorer la situation des gens réels, il dit, vous avez eu 2000 ans pour le faire, vous n'avez rien fait, moi je leur propose le métaverse, ils vont le choisir et tout ira bien. C'est bien ce qui m'inquiète parce que je pense que tout ira mal s'ils choisissent le métaverse. Merci beaucoup. Merci.